Bonjour à tous, du coup. Bienvenue. Regardez voilà, cette belle mosaïque. Vous êtes répartis un peu partout. On est ravis de vous recevoir. On est ravis de passer 2 heures là ensemble à essayer en fait de trouver une définition ou à réfléchir en tout cas à la définition que nous on met derrière l'alimentation sociale et solidaire. Donc vous allez voir, on va travailler là-dessus. On va être allez, piqué, aiguillé. On va avoir des pistes de réflexion avec nos 3 intervenants principaux. Et puis, on va aussi avoir ce matin, à chaque fois, ce qu'on va appeler nos points politiques publics, c'est-à-dire des représentants de la DRAF, de l'ARS et de la région qui vont nous expliquer aussi comment eux, de quel levier ils disposent et comment ils peuvent agir en faveur de l'ASS, en faveur de l'alimentation sociale et solidaire. Je vais passer la parole à Zoé, qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait là, fondamentalement. Alors, j'ai pas la prétention d'aller le micro, d'aller jusqu'au fondamentalement, peut-être pas. Mais donc, très heureuse de vous accueillir tous aujourd'hui. Ça y est, on a passé la barre des 100. On est super content de voir que c'est un sujet qui suscite autant d'engouement parce que je pense qu'il y a ne serait-ce qu'un an, il y a un an, quasiment, on était en train d'organiser le forum Agriculture, Alimentation, Territoire à Angoulême. On était encore en présentiel, on a été jusqu'à 230. Il se trouve qu'avec ce forum-là, on avait essayé d'avoir le plus possible de thématiques balayées. Et un constat qu'on a fait, et qui a été d'autant plus retentissant avec la crise qui a suivi, c'est que parmi toutes ces thématiques qui sont abordées dans les projets alimentaires territoriaux, celle de l'alimentation sociale et solidaire, donc parler d'accessibilité, de justice sociale, d'alimentation saine et durable pour tous, n'était pas forcément une des thématiques qui étaient les plus abordées et les plus investies, du moins par les acteurs locaux. Et ça a été, je pense, un peu pour tout le monde, et même nationalement, c'est impressionnant de voir à quel point cette thématique a pris de l'ampleur, bien évidemment suite à la crise, suite à tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et donc, on est très heureux de pouvoir discuter de tout ça avec vous, encore une fois, dans cette optique qu'on a d'acculturer tous les acteurs, afin d'essayer de favoriser des projets locaux en intelligence, multi-acteurs, afin que vos projets puissent mieux avancer à partir du moment où tout le monde partage une culture commune sur sur ces sujets-là. Donc, je vous souhaite une très belle séance et, euh, et une très Le belle rôle de séance. PQNA pour les nouveaux qui nous rejoignent. Alors, pour les nouveaux qui nous rejoignent, PQRT de Nouvelle-Aquitaine, comme vous le voyez sur l'image de la vidéo de Julie, donc un centre de ressources régionales au service du développement territorial. Donc, nous, notre objectif, c'est d'accompagner l'ingénierie des territoires, des collectivités, des territoires de projet et les acteurs qui gravitent autour de leurs projets pour mettre en place de véritables projets de territoire, comme on les appelle. Donc, des projets qui sont faits par et pour les acteurs locaux, qui ont cette vocation à réunir toutes les dimensions d'un territoire. Et on travaille, donc nous, avec Colline Babodou, sur les questions d'agriculture et d'alimentation. Mais Colline travaille aussi sur son autre mi-temps avec notre collègue Nicolas sur la revitalisation des centres-bourgs. Et nos 2 autres collègues, dont certaines personnes qui participent aujourd'hui, qu'elles connaissent bien, Christophe et Laurine, qui travaillent sur les questions de cohésion sociale, de politique de la ville. Et on est très heureux de les accueillir aujourd'hui parce que c'est la première fois qu'on co-organise une rencontre avec nos collègues de la cohésion sociale pour ouvrir aussi cette thématique agricole alimentaire au public des politiques de la ville, aux centres communaux d'action sociale. Donc voilà, c'est aussi une séance qui ouvre une ouverture à d'autres publics et on en est très heureux. Merci Zoé pour cette présentation. On se recausera à la fin
Vous aurez deux, trois petites infos aussi en plus qu'elle vous délivrera. Alors, je fais donc le combo gagnant masque et buée dans les lunettes. Donc, ne vous inquiétez pas si à un moment vous me perdez. Je suis quand même toujours là. Donc, Zoé vous l'a dit, l'objectif là, de la matinée. Je vous donne une première définition, celle qui est généralement acceptée sur ce qu'est l'alimentation sociale et solidaire. Et après, je vais vous présenter les gens qui vont nous aider à trouver notre propre définition. Donc, l'alimentation sociale et solidaire, c'est permettre à tous d'accéder à une alimentation en quantité et de qualité par des moyens réellement acceptables. Permettre à tous d'accéder à une alimentation en quantité et de qualité par des moyens culturellement acceptables. Donc, cette définition, c'est celle qu'on entend quand on parle d'alimentation sociale et solidaire. Elle a le mérite d'être très vaste, donc sujette à interprétation. Et du coup, c'est peut-être ça aussi son problème, c'est qu'elle est très vaste et qu'elle est sujette à interprétation. Donc, du coup, pour nous aider à comprendre un petit peu et à voir ce qu'on peut mettre derrière comme signification, on a fait appel à trois personnes. Donc, la première, honneur aux gars. Voilà, une fois n'est pas coutume, ça va être très bien. Donc, Mathieu Dubois de la Barre. Dites-nous bonjour, Mathieu, qu'on vous visualise. Voilà, impeccable. Donc, vous êtes de l'Université de Dijon. Vous êtes enseignant-chercheur en sociologie à AgroSud Dijon. Une école d'ingénieurs en agronomie et en agroalimentaire, on va la définir comme ça. Vous appartenez au laboratoire Césaire, centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux. On a ensuite Alice Dubré. Alice, dites-nous bonjour. Bonjour. J'active le micro, là, c'est bon, ça marche? C'est parfait, impeccable. Donc Alice, vous, quand on a discuté et que je vous ai demandé un peu comment je pouvais vous présenter, vous m'avez dit ancienne enseignante de français à l'étranger et surtout précédemment épicière ambulante dans les Landes, maman de 3 enfants collégiens et éco-citoyenne convaincue. Voilà. C'est ça. Hein, on est bien, on a dressé le portrait. Et en troisième intervenante, on va avoir Diana Guardugno Jiménez de Nourish Scotland. Bonjour Diana, impeccable. Diana, c'est un peu notre ouverture à l'international. Donc pour situer, elle travaille dans une association écossaise et aujourd'hui, elle nous parle du Mexique où il est 3 heures du matin. Donc on la remercie énormément d'avoir pris sur son temps de sommeil pour venir avec nous et pour venir partager sa définition. Et du coup, on va la découper, cette définition-là. On va la découper en plusieurs morceaux. Et quand on dit permettre à tous d'accéder à une alimentation, la notion d'accès, elle nous paraissait importante à redéfinir, elle nous paraissait importante à préciser. C'est qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'accès. À ce titre-là, je vais donner la parole à Diana, qui, effectivement, au sein de l'association Nourish Scotland, s'occupe de l'accès à l'alimentation. Diana, quand je vous dis accéder à l'alimentation, c'est quoi la première définition qui vous vient? La première définition qui vient pour nous à Nourish, ça a à voir avec les droits à l'alimentation, donc les droits à l'alimentation. Mais le problème qu'on voit avec l'idée d'accès à l'alimentation est que partout le monde, il y a des personnes qui voient la charité comme une solution à la précarité alimentaire. Et c'est ça qu'à notre avis, il faut changer. Pourquoi la charité n'est pas une fin en soi? Si je me fais l'avocat du diable, la charité, ça permet à tous d'accéder à de la nourriture. Oui. Donc, la charité n'est pas vraiment une solution qui attaque la racine du problème. Et parce que, par exemple, si on réfléchissait sur la question, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'accès à la nourriture? On verrait que, par exemple, au Royaume-Uni, ça c'est parce qu'il n'y a pas de salaire juste et parce qu'il n'y a pas de la sécurité sociale, elle n'est pas suffisante la plupart du temps. Et aussi parce qu'il y a des personnes qui, pour son nationalité, n'ont pas le droit de travailler et même plus d'accéder à la sécurité sociale. Et en même temps, c'est parce que la plupart des gens, la majorité des gens, n'ont pas d'accès à la terre. Donc, c'est
c'est impossible pour eux de produire sa propre nourriture. Et en même temps, les gens qui ont l'espace pour cultiver sa propre nourriture, la plupart du temps, ils ne sont pas suffisamment appuyés par les gouvernements pour faire ça. Donc oui, si on voit toutes ces raisons-là, on peut voir que la charité ne va pas fixer ces problèmes. Ce sont des problèmes du système. Mais aussi, une autre chose qu'on travaille avec Nourish, c'est la question de la dignité. Et c'est que la plupart du temps, et avec la charité, on perd l'élément d'avoir l'accès digne à l'alimentation. Parce que finalement, les bénéficiaires de charité sont à la merci des bénévoles. Et je vous demande, qu'est-ce qui se passe quand les bénévoles n'ont pas le temps? Ou qu'est-ce qui se passe si les bénévoles doivent aller chercher à ses enfants à l'école? Ou même, qu'est-ce qui se passe s'il y a une pandémie qui force la plupart des gens à rester chez eux? Et donc, on n'a pas de bénévoles parce qu'on est tous confinés. Qu'est-ce qui se passe? Ça, ce qu'on voit, c'est que l'accès à l'alimentation des bénéficiaires est affecté. Et ça, ce n'est pas juste ni pour les bénévoles, ni pour les bénéficiaires, parce que ce n'est pas la responsabilité des individus que tout le monde a l'accès à l'alimentation. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Et je peux vous donner un petit exemple? Si ça... Oui. Et donc, au Royaume-Uni, par exemple, avec la pandémie, on a vu une augmentation de 47% des colis alimentaires qui ont été distribués pendant les 6 premiers mois de la pandémie et que dans les mêmes périodes l'année dernière. Et c'était très difficile et de temps impossible de distribuer tous les colis alimentaires nécessaires parce qu'il n'y avait pas assez de bénévoles. Et il n'y avait pas assez de bénévoles parce que, comme on sait, en ce moment, ce n'est pas possible d'avoir trop de monde dans un même endroit. Aussi parce qu'au Royaume-Uni, la plupart des bénévoles sont des jeunes plus âgés et on sait que le Covid pose un risque plus grave pour eux. Et en même temps, parce que beaucoup de bénévoles ont devenu bénéficiaires parce qu'ils ont perdu son travail. Et donc oui, donc on peut voir que la charité, dans ce cadre, c'est comme un band-aid, je ne sais pas si on peut dire ça. Ça n'attaque pas vraiment c'est pas une solution véritable, quoi. Du coup, ce serait quoi, d'après vous, la solution pour permettre aux gens d'accéder à l'alimentation en se sortant de la charité? Qu'est-ce que vous explorez, vous, comme piste à Nourish Scotland? Donc, ça qu'on explore, c'est le concept de droit à l'alimentation. Et donc, ça serait plutôt, par exemple, avoir des politiques publiques qui, par exemple, donnent des salaires justes ou qu'il y a de la sécurité sociale. Et oui, pour avoir la dignité, et c'est ce qu'on fait à Nourish Scotland, c'est le projet de la dignité en pratique. En pratique. En pratique, cool, ok. J'avais cette question. Et donc ça, c'est un projet qui a commencé quelques années et c'était comme réponse du gouvernement écossais à un groupe de travail qui travaillait sur la précarité alimentaire. Et ce groupe avait recommandé que la réponse à la précarité alimentaire doit avoir la dignité au cœur. Et donc, appuyé par le gouvernement écossais, le projet a été développé par les partenariats entre des gens qui sont ou ont été victimes de la précarité alimentaire et Nourish Scotland. Et le but de ce projet, c'était de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la dignité en pratique. Et comment est-ce qu'on peut avoir des réponses à la précarité alimentaire qui renforcent le sens de dignité des bénéficiaires. Et pour trouver des réponses, on est allé au projet communautaire partout en Écosse et aussi des banques alimentaires. Et on travaille avec eux pour se demander quels détails dans ce projet font que les bénéficiaires sentent que son sens de la dignité est renforcé. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le projet où le sens de la dignité était renforcé, c'était deux projets où il n'y avait pas une différence de pouvoir et où tout le monde était bienvenu
et personne ne sachait qui était victime de la précarité alimentaire. Et donc, il n'y avait pas de distinction entre un groupe qui a la responsabilité d'aider et un autre groupe qui seulement va à projet pour être aidé. Donc, c'est des projets où tout le monde sentait qu'il avait quelque chose à offrir, où Et, tout le et- monde… et où Ah, tout le pardon. monde se sentait au même niveau, du coup. Oui, oui, oui. Il y avait pas de déséquilibre de gens qui donnaient, qui faisaient la charité et de gens qui recevaient. Oui, c'est ça. Ok. Mathieu Dubois de la Barre, je vous entendais, enfin, je vous voyais réagir au propos de Diana. Cette notion de dignité dans l'accès à l'alimentation, ça vous parle? Alors, oui, ça me parle, mais moi, je- ce sur quoi je voulais rebondir, c'est cette question de la charité. Je pense que c'est Oui. quelque chose de tout à fait important et du rapport au pouvoir aussi, hein, ce qui a été signalé par Diana. En fait, la charité, c'est un rapport asymétrique. C'est un rapport asymétrique et c'est un rapport de pouvoir. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, pour prendre une image. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et donc ça a à voir effectivement avec la dignité, c'est-à-dire qu'à un moment, dans ce rapport-là, au-delà de tout ce qu'a souligné Diana sur le fait que la charité ne permet pas de résoudre un certain nombre de problèmes, ça engendre aussi un rapport de pouvoir asymétrique et qui, on le voit dans beaucoup d'enquêtes qu'on peut mener, finalement se traduit par des réactions et par des sentiments de colère de la part des personnes dont ils en sont, enfin voilà, à qui on fait la charité. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que du coup, il y a une espèce d'incompréhension, c'est-à-dire que la personne qui fait la charité, entre guillemets, se sent dans une posture morale positive, puisqu'elle donne, elle aide. Et de l'autre côté, il y a un sentiment parfois de colère qui peut s'exprimer. Et donc, il y a un clash, en fait, entre les deux. Donc, ça, c'est des points tout à fait intéressants. Et un dernier point sur cette question de charité, il y a un sociologue allemand qui a mené des travaux tout à fait intéressants. Et il parle de la notion d'économie de la charité, pour montrer que dans nos sociétés, où ça renvoie complètement à ce qu'a dit Diana, où l'État-providence a un petit à petit laissé des pans entiers finalement au monde associatif, etc., eh bien, se crée une forme d'économie de la charité. Et pour reprendre la question de l'alimentation, on a d'un côté une surproduction alimentaire qui est réinjectée dans cette économie de la charité et qui est une manière, par des défiscalisations, par tout un tas de systèmes, qui permet, et en fait, ça tourne bien, c'est-à-dire qu'on surproduit de l'alimentation et du coup, on donne aux exclus sociaux finalement notre surproduction alimentaire. Donc, c'est en ce sens que ce sociologue allemand qui s'appelle Joseph Kessel parle d'économie de la charité. Il montre que c'est aussi un système. Voilà. Donc, à mon avis, c'est un point tout à fait clé. Comment vous définiriez-vous la notion d'accès? Vous mettez quoi derrière vous, l'accès à l'alimentation? Alors, il y a plein de dimensions. Il y a la première que tout le monde voit bien, c'est la question économique. Est-ce que matériellement, j'ai accès? Mais ensuite, au-delà de ça, et souvent c'est un leurre parce qu'on ne pense qu'à celle-là, on ne pense qu'à cette dimension. Mais il y a également un accès environnemental. Vous prenez par exemple une notion qui s'appelle les déserts alimentaires, qui est beaucoup utilisée aux États-Unis. Quand vous êtes dans un contexte urbain de quartier ou dans un endroit en zone rurale où vous n'avez pas accès parce que vous n'avez pas les transports, que les transports en commun ne sont pas suffisamment développés, vous allez aller, par exemple aux États-Unis, c'est beaucoup mis sur la table sur des questions de problèmes de santé publique pour les populations des ghettos, parce que dans ces ghettos urbains, justement, on n'a pas accès à de l'alimentation de qualité. Et là, ce n'est pas forcément un problème matériel au sens économique du terme. Vous pouvez avoir, alors on y reviendra peut-être, mais une question culturelle ou sociale, Oui, c'est-à-dire oui. l'alimentation, c'est quelque chose d'éminemment symbolique. On le sait bien, beaucoup de religions ont posé des regards sur notre alimentation, c'est pas pour rien. Ça a une dimension, c'est incorporé, donc ça se charge symboliquement comme peu d'activités humaines se chargent peut-être en dehors de la sexualité. Et du coup, on crée un certain nombre de règles, de manières de la gérer culturellement et socialement. Et donc ça, c'est pareil. Il y a des exemples très, alors qui concernent pas forcément les sociétés occidentales, mais je pense que vous avez tous entendu parler de la spiruline, qui est une algue qui, Petite sur le algue. plan nutritionnel, a énormément de qualité. Eh bien,
Donc ça, c'est quelque chose qui est nutritionnel et on s'est dit, bah voilà, c'est le remède miracle pour les gens, les situations d'urgence alimentaire ou les situations de malnutrition, en particulier en Afrique, dans les pays du Sud. Mais le truc, c'est que évidemment, cette algue, elle correspondait à rien dans la symbolique et dans les règles alimentaires. Et donc, bah, forcément, ça a été, pas toujours, mais souvent des échecs. Voilà, pour donner quelques exemples. En matière d'accès, je vous entendais parler de désert alimentaire. Et là, pour le coup, j'ai envie de donner la parole à Alice Dubré. Vous êtes où là géographiquement, Alice? Expliquez-nous. Alors, moi, je suis à Orx, dans les Landes. Donc, c'est un petit village au niveau de la Benne, Cap-Breton, mais plus vers l'intérieur des terres. En plus, là, on est complètement coupé de la côte parce qu'il y a le marais d'Orx qui a débordé. Donc, on ne peut même plus aller à la Benne. Il faut faire tout un tour. Enfin, on est vraiment enclavé là pour le coup. Donc, un petit village de 600 habitants dans les Landes. Voilà. Ok. Et donc, du coup, quand vous entendez Mathieu Dubois de la Barre nous parler de désert alimentaire, c'est une réalité que vous avez rencontrée, vous, ça? Des gens qui n'avaient pas accès Alors, ne serait-ce que nous au village, voilà, moi je suis arrivée, il y avait l'auberge du Fronton qui était à reprendre, donc elle était vide. Elle a été reprise depuis, puis elle a refermé à cause de la pandémie, donc les restaurateurs ne sont pas revenus. On n'a pas de boulangerie, on n'a pas de boucherie, on n'a pas d'épicerie, voilà. Et à Saubrigue, qui doit faire peut-être le double de nous, qui est à 5-6 kilomètres, il y a une boulangerie, un restaurant qui a fermé et un boucher ambulant qui vient une fois par semaine. Voilà. Donc, et alors, du coup, moi, si je replace ça dans votre expérience, et vous allez nous expliquer aussi l'expérience que vous avez vécue en tant qu'épicière ambulante, il y avait cette dimension-là. Il y avait la dimension d'aller donner accès à l'alimentation. Alors après, on verra une alimentation de qualité et en quantité, mais déjà de permettre aux gens d'avoir accès. Ça répondait à un manque sur le territoire quand vous avez lancé cette épicerie ambulante. Expliquez-nous le parcours. Oui, parce que moi, je suis partie de la problématique qu'on avait ici à Orx. Donc, les gens voulaient manger de la qualité, mais surtout, ils voulaient… c'est vrai que c'est des populations vieillissantes aussi. Il y a pas mal de vieux au village, on va dire, et ils peuvent des fois pas prendre la voiture, et puis ils sont un peu tout seuls, isolés. Donc, pour répondre à cette problématique-là, moi qui étais voir les communes alentours, les maires m'en faisaient part en me disant effectivement, il y a l'isolement des personnes âgées. Voilà, alors parfois, on va leur porter les repas, mais ils voient quelqu'un 5 minutes dans la journée. Et voilà. Donc, du coup, c'est vrai que moi, j'ai eu envie de faire de l'alimentation de proximité en allant sur place et en choisissant en conscience des villages entre 500 et 1000 habitants qui ressemblaient aux miens, en fait, et où il y avait parfois un ou deux commerces et souvent rien. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est des villages qui se repeuplaient petit à petit parce que c'est des villages qui sont loin de la côte. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, oui, oui. Et qui sont loin de la côte. Et du coup, les jeunes couples viennent s'y installer. Ou alors, il y a des lots qui sont vendus, il y a des maisons qui se construisent. Donc, c'est des villages qui se repeuplent. Donc, c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait des… Pardon, c'est le chien. Qu'il y ait des commerces qui reviennent, quoi. Rejoindre l'audio par ordinateur. Et donc, du coup, quand vous avez commencé votre tournée, quand vous avez commencé à justement sillonner le territoire, ça a été quoi la réaction des gens, la première réaction des gens quand ils vous ont vu arriver? Alors déjà, quand j'ai démarché les communes, les maires, tout ça, ils m'ont tous dit « Ah, c'est super comme idée, ça va faire du lien social, etc. » Et du coup, quand je suis arrivée avec mon camion, les gens au début voyaient un petit camion bleu, parce que c'était un ancien camion d'EDF, avec marqué du local, du bio, du vrac, avec une petite dame à l'intérieur, et puis qui sortait ses légumes et tout ça. Donc, bon, ils se posaient un peu la question. Puis, comme je me suis postée à certains horaires stratégiques, c'est-à-dire, par exemple, à la sortie de l'école ou avec le boucher ambulant, par exemple, au village, pour qu'on puisse être à plusieurs, que ça fasse un peu marcher, et bien, du coup, c'est vrai que les gens venaient plus facilement. Puis, bon, c'est vrai que j'ai le contact facile. Je dis bonjour, je discute de tout et de rien, je bavarde. Donc, c'est vrai qu'au début, ça les a questionnés. Il y a beaucoup d'anciens, justement, qui m'ont dit « Oh, ça ne va pas marcher, on a les supermarchés maintenant, ça ne va pas marcher. » Donc, voilà. Et au final, j'ai eu beaucoup de jeunes couples
qui sont venus parce qu'ils voulaient manger du local, du bio et du vrac, du circuit court, etc., de la qualité. Et des anciens qui sont venus aussi parce que il leur manquait une salade ou parce qu'ils n'avaient pas ça au potager ou parce qu'ils ne pouvaient pas prendre la voiture pour se déplacer. Donc, ils étaient bien contents. Ça rejoint un petit peu ce que disait Diana aussi tout à l'heure. Dans la démarche que vous avez fait, Alice Dubré, vous donnez accès au choix, à un choix différent. C'est-à-dire que je peux avoir le choix de ne pas avoir envie d'aller au supermarché. Oui, tout à fait. Et du coup, j'ai l'accès à autre chose. Oui, parce que dans ces villages-là, c'est vrai que nous, on prend tous la voiture pour aller faire les courses. Bon, depuis, je vous en parlerai tout à l'heure, mais il y a des groupements d'achat qui se sont constitués. Et donc là, on regroupe et on peut faire nos courses pas trop loin. Mais sinon, c'est vrai qu'on prend la voiture et on va au supermarché. Pour ceux qui peuvent. Oui, tout à fait. On continue d'avancer là-dessus. On a commencé à poser nos premières bases. On va se faire une petite parenthèse politique publique. À ce titre-là, je me tourne vers Zoé pour vérifier qu'on a bien des petites fiches. Vous allez avoir, c'est ça Zoé? Oui, alors on vous a envoyé sur le... Tu peux fermer ton micro? On vous a envoyé normalement avec le lien de connexion, dans le mail avec le lien de connexion, le lien vers un article sur notre site internet. On va vous le remettre là dans le chat, qui résume, donc c'est un article qu'on a fait avec nos collaborateurs de l'État et de la région pour essayer de rendre ces politiques publiques plus claires, plus lisibles pour les acteurs de terrain que vous êtes. Et on a proposé à tous nos partenaires État-région de nous faire un petit éclairage sur l'essentiel de leur politique publique. Je repasse la parole. Et donc, normalement, tout le monde est dans la salle. Exactement, tout le monde est dans la salle. Donc l'idée là, c'est de vous rendre visible des interlocuteurs possibles et surtout de comprendre quelles sont en ce moment les tendances de politique publique, vers quoi l'ARS, la région et la DRAF ont envie de développer des actions. Donc là, allez, pareil, on va commencer, je vais les présenter et puis après on les fera un petit peu réagir. Je vais commencer par David Brook de la DRAF, chargé de mission alimentation et en charge de la déclinaison de la politique de l'alimentation. David, est-ce que vous êtes parmi nous? Tout à fait. Bonjour à toutes et Super, tous. bienvenue. Je vais demander ensuite à Ondine, la Ployade des Champs, de nous dire bonjour, chargée de projet innovation sociale pour la région Nouvelle-Aquitaine. Faites-nous un petit coucou et un bonjour en vrai, Ondine, qu'on sache que vous êtes là. Bonjour à tous, je suis bien là. Bon, impeccable. Et ensuite, Marion Alissalde de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Marion, êtes-vous parmi nous? Oui, bonjour à tous. Super, bienvenue à vous. Merci tous les trois d'avoir joué le jeu aussi d'un exercice qui n'est pas facile, à savoir réussir à synthétiser en fait la politique que vous portez et surtout la direction que vous portez. On va commencer par Ondine, la Ployade des Champs au nom de la région. On a vu hier quand on a préparé aussi l'intervention que si on se concentre sur l'accès, elle ne voyait pas bien la différence entre l'accès et tous les publics. Donc, à ce titre-là, c'était compliqué de réussir à synthétiser une politique de la région parce que la politique était très transversale, elle était très complète. Si vous aviez à nous dire en un mot, Ondine, voilà, c'est quoi l'avis de la région sur l'accès à l'alimentation aujourd'hui ? Alors, l'avis de la région, parce qu'on est sur l'alimentation, donc sur des enjeux multiples, donc il y a l'accès, mais il y a une notion de durabilité et de solidarité. C'est pour ça qu'on intervient avec des approches complémentaires. On est plusieurs directions à avoir des stratégies complémentaires. Sur le lieu d'achat, bien évidemment, le rapprochement du consommateur, du producteur, tout ça, ça fait consensus. Et on rajoute à cette approche-là, au niveau de la direction ESS en tout cas, une approche sur justement l'accessibilité avec un volet un peu solidaire. Et qui dit solidaire dit des modèles collectifs qui sont des innovations souvent amorcées par les structures de l'ESS, avec 3 volets que sont donc le portage collectif avec des coopérations d'acteurs, l'implication du citoyen et le fait qu'on a souvent des lieux hybrides, multi-activités, multi-acteurs.
Et donc, c'est en ça que l'accessibilité, indirectement, on met l'accent, nous, régions, sur vraiment des projets qui permettent d'avoir des externalités positives et des impacts bien au-delà de l'accessibilité pour tous avec ces nouveaux modèles. Et du coup, avec des exemples, alors je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, vous avez peut-être parlé, mais tout ce qui est justement moyens d'accès comme les groupements d'achat, les supermarchés coopératifs, où l'implication des habitants est vraiment importante. Donc, c'est vraiment ce sur quoi on met l'accent à la région. Ok, super. Je passe la parole à David Brooke de la DRAF. Ça va être quoi votre levier d'action en ce moment? Alors, c'est vrai que j'entendais parler d'intervention de l'État, voire d'État-providence. Et c'est vrai qu'en la matière, quand on parle d'accessibilité, on peut avoir deux différents leviers, à mon sens, en tant que service de l'État. C'est l'intervention via la loi, c'est-à-dire qu'on peut définir, on peut inciter, mais on peut aussi contraindre. C'est le cas avec la loi Egalim, qui oblige à améliorer l'offre alimentaire en restauration collective publique. Et du coup, quand on parle restauration collective publique, on parle aussi restauration collective à vocation sociale. Donc, ça veut dire qu'on touche des publics parfois précaires. On touche, par exemple, en scolaire, des enfants de milieux défavorisés, où on sait que le repas à la cantine est le seul repas équilibré, voire repas chaud du jour. Donc, ça, c'est un premier plan. Et sur un deuxième plan, on peut avoir une action beaucoup plus large et beaucoup plus soft, on va dire, c'est-à-dire, je pense à l'intervention qu'on a dans les projets alimentaires territoriaux. Donc, on développe ces PAT sur l'ensemble du territoire national, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine. Et ces projets ont vocation à mettre tous les acteurs de la chaîne alimentaire autour de la table pour, à partir d'un diagnostic, discuter des éléments qui peuvent être mis en œuvre pour répondre à un certain nombre de problématiques locales. Et l'alimentation sociale et solidaire peut en faire partie, et souvent en fait partie parce qu'on a effectivement ces questions de restauration collective, d'offres alimentaires et du coup d'accessibilité à l'alimentation, à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de qualité, accessible à tous, etc. Donc, ce qui est dans la politique de l'alimentation portée par le ministère de l'Agriculture. Ok, merci David. Marion Elisaldo, vous représentez vous l'ARS en Nouvelle-Aquitaine. Pareil, ça va être quoi vos grands leviers à vous en ce moment? En ce moment, là, on constate le premier impact de l'épidémie et on s'attend surtout à ce que ce soit aggravé. Avec le premier confinement, il y a eu des études sociologiques, là, notamment de Biarritz, qui montraient qu'effectivement, ça a creusé les inégalités sociales de santé. Donc, on s'attend surtout à ce que les répercussions de la gestion de l'épidémie, elles soient importantes. En général, sur les politiques qu'on porte, notre socle, nous, c'est le Programme national nutrition santé et qu'on décline à l'échelle régionale dans une stratégie nutrition qui s'appuie, comme l'a dit la région et aussi la DRAF, sur l'appui à des politiques de territoire. Donc nous, au-delà des PAT, il y a les contrats locaux de santé, il y a les collectivités actives PNNS. Et en fait, l'enjeu de soutenir des territoires, c'est de pouvoir combiner deux choses qui sont importantes dans les modèles de promotion de la santé. C'est à la fois de pouvoir créer des environnements favorables, donc de rendre l'accès possible. Donc nous, on l'entend tel que le disait du coup Mathieu Delabarre, sur l'aspect financier, mais aussi géographique, mais aussi culturel, même si ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est vrai que c'est sur les territoires où on peut combiner, de créer des environnements favorables, de rendre possible, de le combiner à des actions éducatives, dites éducatives, en tout cas des actions individuelles, et où là, la difficulté, c'est vraiment l'approche qu'on va développer. Comment effectivement ne pas être dans la charité, en tout cas avec ce qu'elle a de délicat, comme ça a été bien exprimé, mais d'être plus dans le développement des ressources des personnes, de renforcer par là même leur estime de soi, etc. Et donc, nous, à la fois, on accompagne des projets territoriaux et on finance des actions où on cherche à ce que la démarche, elle soit vraiment positive et plus dans une démarche d'empowerment. Voilà. Donc c'est assez multifacette ce qu'on peut accompagner. Ok, merci beaucoup Marion Elisaldo au nom de l'ARS. On va continuer, nous, tranquillement, à aller un petit peu plus loin dans la définition. Donc, on est d'accord, je la reprends pour qu'on ne fasse pas d'erreur. Permettre à tous d'accéder à une alimentation en quantité et de qualité par des moyens culturellement acceptables. Là, on va ouvrir le chapitre du coup quantité et qualité. On est d'accord que
C'est les deux aspects fondamentaux, mais c'est des aspects auxquels s'est confrontée Alice Dubré quand elle était au volant de sa camionnette sur les routes autour de chez elle. Elle a eu un vrai problème de quantité et de qualité. Expliquez-nous ça. Alors, le problème de qualité n'était pas là, puisque de la qualité, il y en a dans nos campagnes et partout en France. Il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de petits producteurs qui font ce qu'ils peuvent avec des bouts de ficelle parfois, hein, parce que ça manque de subventions en bio et de terrain, etc. Bref, mais surtout au niveau de la quantité. Alors moi, comme j'étais une épicerie ambulante, donc j'avais mon camion. Je ne suis pas un supermarché, donc je n'ai pas la superficie. Je n'ai pas de chambre froide, même si j'avais une pièce de stockage, etc. Donc, ça veut dire que quand je suis allée voir les producteurs, d'une part, je voulais les rémunérer à un prix juste, donc parce que c'est quand même leur gagne-pain et que une alimentation de qualité, c'est fait avec des choses de qualité, donc qui coûtent un petit peu plus cher, que ce soit le matériel, la main-d'œuvre aussi, puisque si on ne met pas d'intrants chimiques, on a plus de main-d'œuvre, plus de choses qu'on va faire à la main. Et au niveau, je ne voulais pas et je ne pouvais pas forcément négocier les prix, puisque je ne prenais pas non plus des quantités astronomiques. En plus, bon, sachant que c'est de l'alimentaire, fruits et légumes, denrées périssables, je ne pouvais pas en prendre non plus beaucoup. Donc, c'est posé le problème, donc prix d'achat, prix de vente, marge. Est-ce que, du coup, comme je paye un produit cher au producteur, je vends très cher aux consommateurs pour moi pouvoir me faire une marge, mais du coup, au risque de l'effrayer, puisque ça y est, c'est trop cher, ah bah, c'est du bio, c'est pour les bobos, etc. Ou alors, ne pas vendre trop cher, mais moi, ne pas faire assez de marge pour pouvoir en vivre. Donc, c'est le dilemme que j'ai eu, en fait. Et voilà, en étant toute seule comme épicière ambulante, je ne pouvais pas non plus avoir une corporation d'épiciers ambulants qui puisse négocier des prix en gros ou des choses comme ça auprès des producteurs. Donc, la petite quantité fait la qualité, mais fait que le prix de revente ne permet pas forcément d'en vivre. Voilà la conclusion à laquelle je suis arrivée. En gros, vous auriez très bien pu faire le choix de la quantité au détriment de la qualité. Tout à fait. Mais pour moi, en fait, c'est antinomique parce que qui dit qualité dit forcément une production moindre en quantité. Parce que dès qu'on commence à faire de la grosse quantité, on va industrialiser la production et du coup, ça ne va plus être la même qualité. Donc pour moi, il faut vraiment rester petit. Mais du coup, comment peut-on en vivre? Puisqu'aujourd'hui, on sait que c'est la production en quantité qui fait la quantité d'argent pour pouvoir en vivre. Voilà, donc c'est tout le dilemme. Parlez-nous de ce kilo de pâtes. Je trouvais l'exemple assez parlant, en fait. Oui, du coup, j'étais toujours en recherche de produits qui étaient faits vraiment autour de chez moi, pas trop loin, voilà, pour rester en circuit court, des petits producteurs locaux. Et au final, je me suis posé la question, est-ce que je prends ces pâtes qui sont faites en France, en bio, mais que du coup, je vais payer 9 ou 10 euros le kilo? Alors certes, c'est de la bonne qualité, voilà, c'est vraiment bien fait, dans le respect de la nature, etc. Mais je ne vais pas pouvoir les revendre. Parce que les gens, ils sont habitués à des grandes marques qui coûtent 2, voire 1,50 € le paquet, qui ne sont pas de la qualité, certes, qui sont très peu nourrissantes. On sait que dans les pâtes 3 minutes, il n'y a quasiment plus aucun nutriment. C'est vraiment histoire de se mettre quelque chose dans la bouche, mais voilà. Donc, ce n'est pas assez nourrissant, mais du coup, les gens ne peuvent pas se le permettre. Acheter des pâtes à 10, 12 € le kilo parce que moi, il faut que je fasse ma marge, ce n'est pas possible. Les gens, ils ne vont pas venir les acheter. Ou alors, ils vont se dire encore, c'est pour les plus privilégiés, ce n'est pas pour moi. Et donc, du coup, on sort de l'accès pour tous. Ah ben, Mathieu Dubois de la Barre, pour réagir là-dessus, est-ce que quand on bénéficie de l'aide alimentaire, on n'a pas le droit d'avoir de la qualité? Alors, non, évidemment. Mais le problème, alors,
Ça, c'est dans l'absolu. Le problème, c'est que tel que ça se passe à l'heure actuelle, pour une bonne part, en fait, il faut savoir comment est structurée l'aide alimentaire classique en France. Mais on a, pour une part, c'est de la ramasse, c'est-à-dire en fait, par exemple, les banques alimentaires, mais pas que, vont faire le tour des supermarchés et récolter les invendus. Et donc là, il y a un hiatus, c'est-à-dire que très souvent, on récolte des choses qui apparaissent pas excellentes, qui sont plutôt de l'alimentation industrielle, etc., etc. Et quand on récolte, par exemple, des fruits et légumes, on récolte les fruits et les légumes défraîchis, et donc il faut les trier. Donc il y a de la perte. Et puis par ailleurs, vous proposez aux personnes, du coup, des choses qui n'ont pas une très jolie tête, pour le dire poliment. Donc voilà, ça, c'est problématique. Et ensuite, pendant très longtemps, ça a changé, mais on avait à la fois, enfin, ça a changé. On a à la fois l'Europe et l'État français qui abondent financièrement. Et donc par des politiques d'achat de matières. Alors, ça n'a pas toujours été des achats, parfois c'était des dons. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Et ça, c'est pareil. Ça veut dire que dans les banques alimentaires, alors c'est plus le cas, mais on trouvait jusqu'en 2014, en fait, des choses qui étaient estampillées Union européenne, mais donc on ne retrouvait pas ailleurs. Donc c'est pareil. Vous voyez, il y a une espèce de... et encore une fois, on en revient à l'idée de la charité. Quelque part, tout ça a été justifié parce que moralement, on donnait. Donc à des gens qui avaient besoin, donc ça ne posait pas de soucis. On va pas gaspiller, on va donner, etc. Mais derrière, il y a quand même, si je reviens à cette idée de l'économie de la charité que j'ai développée tout à l'heure, il y a l'idée que finalement, on donne, en ce qui concernait l'Union européenne, ce qu'on surproduisait, les surplus en fait de l'Union étaient redirigés vers l'aide alimentaire, et on donne ce qui risque d'être gâché dans les supermarchés, etc. Alors, ce n'est pas les seuls systèmes, hein. Il y a d'autres systèmes, il y a de l'achat en propre parfois. Et par rapport à tout ça, à partir des années 2010 à peu près, et ça ne fait que monter, d'où la réunion d'aujourd'hui, est apparu des systèmes alternatifs qui ont voulu essayer. Alors en fait, il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase à partir des années 2000. On s'est posé la question de la qualité d'un point de vue sanitaire. Donc là, il y a eu toute une introduction autour de l'aide alimentaire, de se dire, il faut, enfin quand je dis sanitaire, c'était pas de sécurité sanitaire, mais de la qualité nutritionnelle. Voilà, il faut des fruits et des légumes, il faut des choses qui nutritionnellement soient bonnes. Et à partir des années 2010, une multitude d'actions issues entre autres de l'économie sociale et solidaire a monté autour de la question de l'alimentation durable, du bio, du circuit court, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça renvoie à cette question de pouvoir. Enfin, moi, c'est l'analyse en tout cas que j'en fais. C'est que du point de vue nutritionnel dans un premier temps à partir des années 2000, et ensuite du point de vue de l'alimentation durable, hein, je résume ça à grands traits, on est dans un système qui structurellement est asymétrique, où il y a un rapport de pouvoir. Et donc, d'une certaine manière, c'est plus ou moins mal vécu ou pas forcément aussi efficace que ça, en tout cas dans l'aide alimentaire classique telle qu'a été structurée. J'ai oublié son prénom, mais la personne qui est au Mexique en parlait. Diana, voilà, en parlait très bien. Vous êtes dans des lieux où les gens sont dirigés parce qu'en situation de précarité. Vous n'êtes pas dans des lieux de mixité sociale. Donc déjà, ça pose un cadre. Vous n'y allez pas par plaisir à l'aide alimentaire. Donc, vous voyez, il y a toute cette complexité. Mais ça renvoie à quelque chose dont je pense que je parlerai plus tard, qui est la notion de démocratie alimentaire. Oui, on abordera cet aspect-là sur la notion de tous. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière tous? Oui, dites-moi, Mathieu. Si je peux me permettre, juste un exemple emblématique de ça qui permettra à tout le monde de comprendre. Je pense que vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu un grand scandale autour des lasagnes faites à partir de viande de cheval. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce scandale. Eh bien, au moment où il y a eu ce scandale, alors la viande de cheval en soi est comestible, hein, il n'y a pas de souci. On ne vous empoisonne pas avec de la viande de cheval, hein, seulement ce n'était pas ce qui avait marqué sur l'étiquette. Eh bien, au moment où il y a eu ce scandale, les Français n'ont plus acheté de lasagne, quelle qu'elle soit, parce qu'il y avait un doute. Voilà. Eh bien, dans l'aide alimentaire, vous avez retrouvé à ce moment-là précisément tout un tas de stocks de lasagnes. Je ne dis pas qu'elles étaient nécessairement faites avec du cheval, probablement pas. C'était probablement des lasagnes classiques, mais n'empêche que vous comprenez. Vous voyez un petit peu symboliquement ce à quoi ça renvoie, quoi. Voilà. C'est-à-dire que nous, on ne s'en sert plus, donc on va le refiler à ceux que… Et on est bien gentil déjà
de leur redonner. Voilà. Mais vous voyez la violence symbolique aussi que ça peut être pour les personnes en face. Diana Guardunio Jiménez là-dessus, comment on voit la notion de quantité et surtout la notion de qualité en Écosse? Quelle approche vous avez, vous? Pardon, ma connexion a été coupée, donc peut-être je dirai des choses qui sont déjà dites. Mais la notion, je vais commencer juste avec la notion de quantité. Juste pour vous donner un exemple, pendant la pandémie, il y avait l'épidémie. Il y avait des gens qui ont reçu dans les colis alimentaires, par exemple, 6 boîtes de tomates ou des sacs de petits pois surgelés. Et c'est un problème que je pense qu'Alice a un peu, elle a parlé de ça, que c'est cette idée que si on a une grande quantité, ça c'est la solution. Et on le voit aussi dans les petites échelles comme ça. Parce que des personnes ont dit, ah oui, mais ils ont accès à l'alimentation parce qu'ils ont 6 boîtes de tomates. Donc, ça va, non? Mais on peut voir que c'est aussi une question de qualité. Et oui, pour nous aussi au Royaume-Uni, on a les mêmes problèmes que les petits producteurs. Ils ne sont pas appuyés par le gouvernement. Et donc, il y a cette distinction qu'on ne peut pas voir la qualité parce que ça fait pas le profit. Donc forcément, ça passera par de la nourriture, allez, je vais le schématiser, par de la nourriture industrielle. Je n'aurai accès, moi, si je bénéficie de l'aide alimentaire, je n'aurai accès qu'à de la nourriture en grande quantité industrielle. Et alors, comment je fais, Diana, si j'ai envie de manger de la qualité? Est-ce que j'ai le choix? Ah non, mais non, c'est ça le problème, qu'il y a pas le choix pour les bénéficiaires. Et oui, ça c'est savoir aussi avec les moyens culturels dont on parlait. Et donc dans les banques alimentaires, oui, la plupart du temps, mais il n'y a pas de choix. Et il n'y a aussi pas la possibilité de dire ah non, je ne peux pas manger ça, ou je ne vais pas manger ça, ou je préférerais manger d'une autre chose. Et oui, donc c'est ça qu'on a vu, qu'il n'avait pas la qualité dans la nourriture et dans les banques alimentaires. Mathieu Dubois de la Barre, je voulais vous faire réagir parce que ça me fait penser, vous aviez parlé quand on préparait l'entretien d'initiatives pour faire prendre conscience aux gens ce que ça pouvait être une nourriture de qualité. Donc peut-être de faire venir un agriculteur dans un point de distribution ou de montrer comment c'est fabriqué, de montrer comment ça existe, comment c'est arrivé jusque-là, de redonner un peu de sens et du coup, en deuxième niveau, de permettre aux gens bénéficiaires d'accéder à la qualité. C'est un système qui est très répandu ou pas encore, ça? Alors non, pas trop. Mais alors, juste sur ce point, je voudrais nuancer un petit peu les choses. Moi, je me méfie un petit peu du terme d'éducation. Alors, c'est pas exactement ce que vous avez utilisé, mais ça peut y faire penser. Les gens, vous et moi, on a une idée assez claire de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. On va parfois chez des petits producteurs en circuit court, etc. Mais parfois, on achète des grandes marques et on a une alimentation un peu fonctionnelle, où on va dans des restaurants rapide, voilà, etc. Et ce que je veux dire, pour moi, c'est important, c'est-à-dire que évidemment, il faut que tout le monde ait accès à la qualité. C'est quelque chose de tout à fait important. Et typiquement, par exemple, le bio, le circuit court, etc. Mais il ne faut pas non plus, dans les actions qui pourraient être menées, et ça, je parle parce que je pense que beaucoup de gens ici sont dans la volonté de mettre en place des actions, il ne faut pas être non plus dans la volonté d'imposer un modèle qui serait le bio, le circuit court, le durable. Les gens ont des préférences, et parfois ces préférences sont pas nécessairement les nôtres tout de suite. Ce que je soulignais et ce qui est important de comprendre, c'est que ces préférences sont pas figées. Et donc effectivement, quand il y a de l'action collective, quand les gens retrouvent une maîtrise de leurs pratiques, une capacité à agir sur leur pratique, ce que tout à l'heure Marion Elissalde appelait empowerment. Là,
les préférences peuvent bouger et se modifier. Et effectivement, si on a l'occasion de rencontrer des agriculteurs, etc. Mais si on a l'occasion de cuisiner ensemble, hein, les ateliers cuisine, c'est quelque chose de très classique, hein, par exemple, dans l'aide alimentaire. Mais l'idée, c'est surtout de ne pas être dans quelque chose qui est à visée éducative au sens « je vais vous apprendre ce qui est bien pour vous », d'accord, mais bien d'être dans une participation où chacun vient enrichir par ses compétences, etc. Et donc, voilà. Et c'est tout comme nous, enfin, je veux dire, n'importe qui, nos préférences ne sont pas figées. Et nous sommes aussi complexes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, certes, on mange durable, circuit court, bio à certains moments, mais à d'autres moments, parce qu'on a des enfants, parce que pour tout un tas de raisons, il nous arrive aussi de manger autre chose, de manger des pâtes au chocolat très connues, etc. etc. Et je pense que ça, c'est important d'en prendre conscience et que c'est vrai pour tout le monde, que ce soit quelqu'un qui est en situation de précarité, qui peut être temporaire d'ailleurs, qui est pas, c'est pas quelque chose qui va le suivre nécessairement toute sa vie, comme pour nous. Donc il faut aussi faire attention, que ce soit, c'est ce que j'expliquais sur les évolutions de l'aide alimentaire en termes d'abord nutritionnel, puis ensuite autour plutôt de l'alimentation durable, il faut faire attention à ne pas en faire une espèce d'injonction. Ça rejoint l'idée aussi qu'on a chacun notre libre arbitre et que ce n'est pas parce qu'on bénéficie à un moment et qu'on a besoin à un moment de l'aide alimentaire qu'on doit pour autant perdre sa capacité de décision. Ça rejoint cette idée de dignité, hein. C'est exactement. Décider pour soi, c'est de la dignité aussi, hein. Ça, on va se prendre un vrai temps pour discuter de ça dans notre troisième partie. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Effectivement, n'hésitez pas à alimenter le chat en questions. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, hein, si vous avez des remarques ou voilà, Colline, elle est là pour centraliser tout. Elle nous fera un retour après. Avant qu'on passe au point politique public, Alice, vous aviez levé la main, dites-moi. Oui, alors moi j'ai une expérience, donc j'ai été bénévole au Resto du Cœur quand j'étais à Saint-Jean-de-Luz. J'ai aussi été bénéficiaire de l'aide alimentaire quand j'étais toute seule avec mes 3 loulous, donc j'ai vu ce côté-là aussi. Et en fait, alors quand on avait l'aide alimentaire, effectivement, c'est tous les invendus, donc ça va être des choses que moi j'aurais jamais achetées. Les enfants étaient ravis, hein, ça c'était formidable, mais moi un peu moins. Et du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai réduit en quantité pour pouvoir augmenter en qualité. C'est-à-dire que j'ai acheté moins de choses, ce que je fais toujours aujourd'hui finalement, parce que j'achète toujours des légumes bio, mais j'en achète moins parce que j'ai moins de revenus. Donc voilà, donc du coup, je les habitue aussi à manger moins, en plus petite quantité, ce qui est meilleur pour nous, parce qu'en plus, on est sédentaire en ce moment. Donc voilà, on bouge de moins en moins, les sports, les activités, tout ça, c'est réduit au minimum. Donc au final, voilà, j'ai réduit la quantité pour pouvoir augmenter en qualité. Est-ce que c'est une solution pour tout le monde? Je n'en sais rien. Moi, c'est la solution que j'ai trouvée pour manger moins d'industriels et d'emballés qu'on me donnait certes gratuitement, mais qui n'étaient pas forcément bons pour ma santé. Et du coup, pour pouvoir acheter pas plus, mais pour pouvoir acheter de la qualité. Ok, merci beaucoup Alice pour cette précision-là. Quand on parle de qualité, il y a tout l'aspect nutrition. Là, on ne va pas s'attarder dessus parce que ce n'est pas l'objet de notre matinée, mais vous l'avez dans les fiches que vous pourrez télécharger dans le lien que vous a envoyé Zoé. J'en appelle à nos représentants de la DRAF, de l'ARS et de la région. Là, on était sur, on va se projeter un petit peu, on va changer de débat sur le public le plus vaste possible, parce que ça fait partie de notre définition. Le public le plus vaste possible, qu'est-ce que l'ARS, la DRAF et la région mettent en place pour aller toucher le public le plus vaste possible? Allez, honneur aux filles, Ondine Laployade-Deschamps. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, comment vous voyez cet axe-là, vous, de politique publique? Alors, nous, c'est pour ça que ça fait le lien avec l'intervention sur l'accessibilité. On va être à nouveau sur l'entrée portage de projets collectifs. Et c'est ce qu'on disait, on va essayer systématiquement de mettre le bénéficiaire au cœur de la conception des initiatives, de manière à ce que justement ce développement du pouvoir d'agir, le bénéficiaire, le public visé, il va être là dès le développement de la solution, voire co-détenteur ensuite de la solution.
C'est pour ça qu'on va retomber aussi sur les mêmes projets de lieux hybrides, de lieux partagés, de groupements d'achat, de supermarchés coopératifs, de nouveaux modes de livraison. Et puis après, il va y avoir aussi l'aspect de lutte contre la précarité alimentaire dont on vient de parler, soit avec l'aspect banque alimentaire, soit avec l'aspect épicerie sociale et solidaire, où on espère un accès justement avec plus de choix du consommateur en termes de qualité à des coûts réduits, parfois bio et parfois en circuit court. Donc ça c'est sur la partie consommation. Et on va aussi agir sur la partie production par rapport à des publics ciblés et visés particuliers, en essayant justement d'utiliser, par exemple, le maraîchage, qui est un formidable levier pour l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. On va essayer d'intégrer tous ces publics parfois précaires dans la chaîne alimentaire à d'autres niveaux du chaînon, donc, y compris dans la production. Donc pour nous, c'est aussi un levier d'intégrer, d'impliquer ou le consommateur ou des acteurs depuis l'amont jusqu'à l'aval. Voilà. Ok, et je pense qu'on y reviendra du coup avec la notion de transversalité tout à l'heure. Oui. Marion Elissalde de l'ARS, expliquez-nous, vous, sur aller toucher le public le plus large possible. Qu'est-ce que vous mettez derrière vous? Je vais juste faire la jonction avec ce qu'on disait juste avant, effectivement. Sur Est-ce que vous êtes avec nous, Marion? De quantité et de qualité, donc effectivement, ça, comme le décrit Mathieu, ça renvoyait en premier lieu. Allez-y. Oui. C'est bon? Je disais que je voulais juste faire la jonction avec ce qu'on disait avant, effectivement, sur qualité et quantité, avec finalement l'évolution qu'a retracé Mathieu Delabarre. C'est-à-dire que nous, en premier lieu, c'est au sens nutritionnel. Quantité et qualité, ça veut dire répondre aux besoins nutritionnels qui sont différenciés selon les personnes, mais c'est d'un point de vue vraiment physiologique. Je suis en train de te dire, ma chère, me dire que tu peux prendre ton lundi, mardi. Oui, alors prenez votre lundi, mardi, mais coupez votre micro. Marion Elissalde, on vous écoute. Donc nous, ça renvoie en premier lieu à répondre à des besoins et des besoins physiologiques. Et je voulais juste vous traduire dans l'évolution des politiques publiques au national, même si nous, on avait initié déjà des choses avant en région, mais par rapport à finalement une acceptation plus large et pouvoir mettre sous le mot qualité aussi des enjeux de développement durable, des enjeux de ce type-là. L'évolution avec les repères du dernier PLNS, donc, qui date de 2019, où il y avait, au-delà des repères classiques des 5 fruits et légumes, donc plutôt des groupes d'aliments et des éléments quantitatifs, combien de fois par jour, etc. Pour la première fois, aller vers du bio, aller vers des produits de proximité, chose qu'on n'avait absolument pas avant. Donc, de commencer à avoir une acceptation plus large. Et après, la difficulté, effectivement... pour rejoindre, donc pour votre question sur l'ouverture à des publics plus variés, nous, sur les modes d'intervention, on s'appuie sur les modèles de promotion de la santé. Et donc, il y a au moins 2 axes que je voulais vous souligner. Alors, attention, terme barbare. Il y a un axe qui s'appelle universalisme proportionné. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de combiner des actions pour tous. Donc, au travers de la restauration collective, avec ce dont parlait par exemple David Brooke, là, sur la loi Egalim, et donc d'essayer de proposer, par exemple, dans les cantines scolaires, d'une alimentation plus saine, plus durable. Et donc, nous, on avait participé, par exemple, à des sensibilisations au niveau des territoires et des collectivités sur ce sujet-là. Il y a aussi les questions d'étiquetage nutritionnel avec le Nutri-Score ou de l'éducation nutritionnelle à l'école qui peuvent être assez transversales et rejoindre quasiment l'ensemble des publics d'une tranche donnée. Et le proportionné, ça renvoie, de l'universalisme proportionné, ça renvoie à avoir des actions plus ciblées en considérant qu'effectivement, on a des situations vraiment différentes d'un groupe à l'autre, d'un territoire à l'autre, et donc de pouvoir accompagner des projets locaux ou sur des groupes de population. Donc que ce soit sur des situations de précarité, sur des lieux, sur des publics, personnes en situation de handicap, sur le milieu carcéral aussi, avec d'autres réalités. Donc vraiment d'aller affiner. L'autre point important pour nous, c'est aussi d'agir le plus tôt possible, donc en visant les femmes enceintes, la petite enfance et après l'école, parce que c'est dans ces périodes-là où on peut développer le plus de facteurs de protection. Facteurs de protection vis-à-vis de quoi? C'est parce que ce qu'on
qu'on constate, c'est que l'alimentation, de même que l'activité physique et puis derrière les pathologies nutritionnelles, elles sont vraiment corrélées au gradient social. Elles traversent toute la société, mais de manière plus ou moins importante, si on parle des problématiques, plus ou moins importante selon les catégories sociales en fait. Donc c'est extrêmement petites années. Les premières années de la vie vont être des facteurs de protection. Ce n'est pas une garantie, mais voilà. Donc ça, c'est une autre priorité vraiment pour nous. Et la difficulté par rapport au débat qu'il y avait, c'est que dans les actions qui sont... Comment à la fois être incitatif et à la fois donner conscience à la fois de ce qui se pose en termes de santé, ce qui se pose en question d'environnement, et à la fois respecter la liberté de choix, qui est quelque chose d'extrêmement important en éducation pour la santé, en promotion de la santé. Et donc, comment effectivement dans les actions, et c'est une difficulté auxquelles sont pris ceux qui sont au plus près des personnes, dans le cadre de l'aide alimentaire, avec les meilleures intentions, avec se dire qu'on a envie de proposer au mieux des choses pour les personnes, et en même temps envie de les guider. Voilà, c'est ça qui est assez compliqué, de pouvoir respecter cette liberté-là, tout en incitant et en favorisant dans l'offre qu'on peut avoir, parce que l'offre dans l'aide alimentaire, elle s'est aussi diversifiée selon les cas. Voilà, donc c'est ça qu'on essaie d'accompagner dans les projets, avec cette difficulté-là vraiment sur le terrain. Ok, merci Marion. Je vous arrête là, je sens que vous pourriez en parler des heures aussi. On passe la parole à David Brooke pour la DRAF sur la notion du public le plus large possible. Comment vous travaillez, vous, là-dessus? Alors, on s'appuie sur un programme qui est un peu le bras armé de notre politique de l'alimentation au niveau national, qui est le PNA. Le Programme national pour l'alimentation, c'est le pendant du PNNS, mais pour le côté alimentation au ministère de l'Agriculture. Et on a notamment un axe de travail qui s'appelle justice sociale, où là, on a effectivement une priorisation de certaines actions sur les plus précaires, notamment de l'aide alimentaire. Donc là, on travaille conjointement avec les services de la cohésion sociale, mais on a aussi une vision plus large de cette justice sociale, qui est l'accessibilité toujours à une alimentation sûre, saine, de qualité, diversifiée, etc. Pour les publics qu'on appelle captifs, alors ça va être les publics en prison, donc on travaille avec l'administration pénitentiaire, ça va être les publics en milieu médical ou médico-social, donc on travaille conjointement et étroitement avec l'ARS sur ce sujet. Donc voilà, on a tout un tas de publics divers qu'on essaie de toucher par des actions, alors soit ponctuelles, soit un peu plus générales. Et je vais profiter de mon temps de parole pour rebondir sur ce que disait Mathieu Delabarre sur cette problématique d'accès à une alimentation qui serait un petit... On aurait une dichotomie entre l'alimentation, je caricature, je ne sais pas ce que vous avez dit, monsieur Delabarre, mais l'alimentation des riches versus l'alimentation des pauvres. Et c'est une problématique qu'on a dans le don alimentaire. Alors, un des axes de travail du PNA, c'est aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire. qu'on a un volet qui est le don alimentaire, qui fait le lien entre justice sociale et gaspillage. Nous, on met vraiment le focus sur le fait de ne pas faire de lien entre gaspillage et don, au sens où on donnerait aux pauvres ce que les riches ne voudraient pas manger, pour caricaturer. Et maintenant, on peut prendre le contre-pied, et on a déjà vu des exemples de, quelque part, d'éducation positive dans un sens auquel on ne s'attendrait pas forcément. Je prends l'exemple des dates de consommation limites. Donc, on a les DLC, les dates limites de consommation, où là, c'est un steak haché, c'est un produit sensible. Donc, une fois que la date est passée, pour tous, le produit n'est plus consommable. Et puis, on a les DDM, les dates de durabilité minimale. C'est ce qu'il y a sur les boîtes de conserve, par exemple, où on peut continuer à consommer. Le seul risque, éventuellement, c'est que ça ait un peu moins de goût, que la texture soit un peu modifiée. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on avait du mal à vendre ça dans les grandes surfaces, alors même que c'est autorisé. Ça partait dans les associations, les épiceries sociales, et c'était donné à des bénéficiaires. On se rend compte que c'est un problème de gaspillage alimentaire, et du coup, c'est venu de l'aide alimentaire quelque part, de dire que si on peut donner à des publics précaires, on peut en fait consommer ça pour l'ensemble des publics. Donc, luttons ensemble contre le gaspillage alimentaire, et on a, ça s'est fait au niveau européen, on a un travail sur les dates et sur la communication autour de ces dates et leur compréhension. Et là, on a une proposition de loi qui est en train d'être étudiée en commission à l'Assemblée pour améliorer justement la lisibilité de ces dates. Donc, on part d'une problématique de, on se débarrasse quelque part de ce qu'on pense ne plus pouvoir consommer en consommateur lambda pour le donner à un consommateur précaire. Là, on part de cette problématique pour dire, si on le donne à un consommateur précaire, ça veut dire que tout le monde peut le consommer. Et là, on prend le problème de l'accessibilité dans le sens inverse. Ok, merci David. Impeccable. Vous êtes bon en politique publique. Tous les trois, c'est très agréable de vous entendre comme ça investir votre champ de compétences. Je vous propose qu'on continue notre définition, et là, on va passer sur les moyens culturellement acceptables. Je la reprends, histoire qu'on soit bien tous d'accord.
permettre à tous d'accéder à une alimentation en quantité et en qualité par des moyens culturellement acceptables. Et alors là, c'est très intéressant parce que je vais commencer par vous, Mathieu Dubois de la Barre, qui est à Dijon. C'est qu'en fait, on a déjà commencé à l'évoquer un petit peu sur la notion de libre arbitre, sur la notion de libre choix aussi. Vous m'avez dit il ne faut pas poser le… Moi, je ne vois pas en tout cas la question dans ces termes-là. Je ne choisirais pas ces termes-là et qu'il faut être très prudent avec la notion de culture. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai dit précédemment, cette notion, elle vient pas de nulle part. En fait, c'est dans la définition d'un régime alimentaire durable donné par la FAO qu'on trouve ce terme-là, donc qui a probablement été réutilisé dans la définition de l'alimentation sociale et solidaire. Elle n'est pas complètement inintéressante parce qu'elle renvoie à cette dimension symbolique culturelle. J'ai pris l'exemple de la spiruline, où je pense qu'on comprend bien à travers cet exemple qu'effectivement, on ne peut pas tout faire et qu'en fait, notre alimentation, elle est aussi cadrée par un certain nombre de règles culturelles et sociales. Donc, dans ce sens-là, elle peut être intéressante. Mais moi, ma prévention par rapport à ça, c'est qu'il faut faire attention quand on l'utilise dans le cadre franco-français ou en tout cas dans le cadre d'action, parce que très vite, on peut en arriver à enfermer les personnes qu'on a en face de nous dans une identité culturelle figée. Et ça renvoie à cette idée de complexité que j'évoquais tout à l'heure. En fait, en tant que mangeur, tout un chacun, on est travaillé par de multiples dimensions. La dimension identitaire, symbolique en est une, mais elle peut être multiple. Je peux aimer un certain nombre de choses des Landes, par exemple, tout en aimant l'alimentation vietnamienne, en ayant des origines, je ne sais pas quoi, sénégalaises, et donc en faisant référence. Voilà. Et donc, c'est là où je pense qu'il faut faire attention à cette notion de culturellement acceptable. En tant que mangeurs, nous ne sommes pas figés, nos préférences ne sont pas figées. Et nous sommes travaillés par des dimensions multiples et contradictoires. Notre définition de la qualité, ce n'est pas toujours la même en fonction des moments. En fonction, voilà. Et donc, c'est par rapport à ce point. Et moi, j'aurais tendance à la remplacer plutôt par une question autour de est-ce que c'est socialement acceptable ? Et quand je dis socialement acceptable, je mettrai la notion de démocratie alimentaire. C'est-à-dire, en fait, cette question de est-ce qu'on respecte mon libre arbitre? Est-ce qu'on me respecte en tant que citoyen? Est-ce qu'on me donne l'occasion de maîtriser mes pratiques alimentaires? Et donc ça, c'est tout à fait important. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'on me donne les moyens, on me permet de maîtriser mes pratiques alimentaires, au sens personnel du terme, bien peut se poser la question de la nutrition, peut se poser la question de la qualité, d'où est-ce que c'est de l'alimentation industrielle ou pas, qu'est-ce que je souhaite en fonction des moments, etc. Et donc, en fait, mais c'est ce qui a été évoqué à plusieurs moments, et en particulier d'une certaine façon par Diana, mais aussi les actions, les dispositifs qui sont soutenus par les différents intervenants autour des politiques publiques, c'est comment les personnes sont directement intégrées au dispositif. Si je reprends l'aide alimentaire, ça veut dire qu'en fait, très concrètement, dans un dispositif d'aide alimentaire, bien d'une certaine façon, les personnes qui ont recours sont des personnes actives, qui ont des choix à faire, qui connaissent bien leur situation, qui connaissent leurs préférences, et que l'idée, c'est de leur permettre de mettre ça en musique, je dirais à la fois individuellement et surtout collectivement. Par ailleurs, encore une fois, ça renvoie aussi, ça a été dit tout à l'heure, à des situations qui sont spécifiques. Ce n'est pas exactement les mêmes besoins, les mêmes choix pour des personnes en situation de handicap, pour des personnes en situation de précarité, pour des personnes âgées en situation de dépendance, etc. Et donc, ces gens-là, en fait, sont experts de leur situation. On sait ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Et après, c'est comment on passe de quelque chose qui est individuel à quelque chose qui est collectif par rapport à un groupe qui partage peut-être un certain nombre un contexte qui lui est propre. Et après, éventuellement, de manière plus universelle et transversale, qui dépasse simplement son propre contexte pour le partager avec d'autres. Donc, cette dimension de démocratie alimentaire, on pourrait dire d'empowerment,
pour utiliser un terme, de capacité à agir collectivement, individuellement, je pense que c'est ça qui est au cœur de cette question de l'alimentation sociale et solidaire. C'est-à-dire, c'est pas simplement… Alors, c'est certes donner accès, enfin, parce que donner l'accès, c'est avoir cette maîtrise de ces choix d'une certaine façon. Mais c'est surtout comment les gens, finalement, on les respecte dans leurs choix, dans des choix qui ne sont pas nécessairement figés, et parce qu'on entre dans cette dynamique, on les respecte dans leurs choix, dans ce qu'ils veulent faire, comment ils le construisent de manière collective, à ce moment-là, effectivement, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Alors ça, c'est un point, à mon avis, extrêmement important pour les gens qui veulent mettre en place des actions. C'est-à-dire comment on réussit, comment sur cette question-là, on est au clair dans nos actions et comment on offre cette perspective, y compris parfois en faisant en sorte que nos objectifs initiaux, en fait, soient débordés ou dans un premier temps retournés par les gens à qui on s'adressait. C'est-à-dire peut-être qu'au fond, dans un premier temps, par exemple, les gens ils voudront consommer de la viande ou des produits industriels. C'est un peu caricatural, mais et comment on les respecte dans ces choix, mais comment en fait, en leur redonnant une capacité d'agir, une capacité de maîtrise, on se rend compte que ces préférences, elles vont se modifier aussi dans le temps. Je vous arrête là, Mathieu, parce que je vois que Alice et Diana ont envie effectivement aussi de réagir. Alice, on vous écoute. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Mathieu ? Alors, effectivement, on est sur une question de reprendre le pouvoir sur son alimentation et avoir le choix, chose que moi, j'ai mis en place depuis que j'ai arrêté l'épicerie ambulante, puisque j'aide mes anciens clients, en fait, qui ne voulaient pas arrêter de bien manger juste parce que moi, j'arrêtais de venir. Et du coup, on a fait des épiceries participatives, des groupements d'achat où, en fait, ils ont repris le pouvoir en pouvant se concerter, se rencontrer, se concerter et choisir les producteurs locaux qui leur convenaient ou qui convenaient au plus grand nombre. Donc, voter pour prendre le canard, le pâté, ou alors pas de viande, ou alors plus du vrac. Et en fait, il y en a 3 autour de chez moi. Donc, il y en a une à Orx, une à Biarrotte, une autre à Azur. Sous des formes différentes parce que celle d'Azur est une coopérative où on achète des parts. Celle de Biarrotte, c'est vraiment une épicerie participative où chacun donne du temps. Et chacun a un cheval de bataille différent. Et en fait, là où on reprend le pouvoir, même si on n'a pas les sous, c'est que dans une épicerie participative, on va donner du temps plutôt que de l'argent. Donc, c'est-à-dire que chacun s'engage à donner 2 à 3 heures ou voire 4 heures, enfin, ça s'est décidé en collectivité aussi, va donner, mettons, 4 heures de son temps par mois, ça fait 1 heure par semaine, pour soit venir distribuer les produits, soit aller les chercher chez le producteur, etc. Donc, même ceux qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont du temps, ils vont pouvoir s'investir, choisir, distribuer et être vraiment dans une posture où ils reprennent le pouvoir et où en plus, ils ont une estime d'eux qui va remonter parce qu'ils vont plus seulement être bénéficiaires d'une aide ou attendre que ça vienne comme ça. Ils vont aller chercher, ils vont décider, ils vont distribuer, prendre les paiements, machin, ils vont être actifs. Et il y a des épiceries participatives qui fonctionnent très bien, qui arrivent à avoir des salariés, etc. Pour moi, c'est vraiment, vraiment une des clés. Alors, le seul point noir, c'est qu'il y a très peu d'immobilier, de foncier, voilà. Bon, ça, on y viendra sûrement après. Diana, je voulais vous faire réagir aussi. Comment ça se passe en Écosse? Est-ce qu'on est un peu plus en avance que chez nous, justement, de remettre en fait le bénéficiaire au cœur de la cellule de décision, à l'initiative du projet, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus? Il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense, comme partout. Mais oui, on a des projets qui travaillent sur les principes de la dignité qu'on a développés avec ces projets. Donc, on travaille encore là. Mais je voulais juste dire, je suis tout d'accord avec l'idée de la démocratie alimentaire et que c'est une question de choix et qu'il est essentiel que les choix de chaque personne se respectent. Mais aussi, je voulais réagir à ce que Mathieu a dit, qui était et qu'est-ce qu'on fait s'il y a une personne qui, son choix, c'est de manger de ça qui est produit dans l'échelle industrielle. Mais je voulais dire que peut-être c'est une question de respecter les choix, mais s'assurer que les choix des personnes ne coupent pas n'affecte pas la possibilité d'autres de choisir. Donc, par exemple, si pour moi, j'aime
je sais pas, j'aime les soya ou quelque chose que je sais que dans des autres pays affecte l'accessibilité des personnes à la nourriture. Et ça, je pense que ça, c'est un choix qu'on doit questionner. Il faut avoir le bon niveau d'information. Il faut être au courant. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, Diana. Il faut être au courant des causes et des conséquences quand on mange un produit. Oui, c'est ça. Et alors, du coup, comment on fait? Comment on fait pour être conscient de ça? Comment on fait pour savoir ce qu'on mange? Je peux, si je peux dialoguer du coup avec Diana, je suis assez d'accord avec ça, mais encore une fois, je pense que les préférences ne sont pas figées. Et si on veut vraiment remettre au centre le fait que les gens ont une capacité, et respecter leur dignité en disant ils ont une capacité, il se peut. Je le dis parce que je l'ai vécu très concrètement autour d'un projet de recherche Parlez-nous en de cet France. exemple-là. Qui est d'ailleurs un projet qui s'est inscrit en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est intéressant parce que c'est la Nouvelle-Aquitaine. Alors, elle n'a pas été premier, mais a été parmi les premiers, en tout cas, première région. À l'époque, c'était encore Poitou-Charentes, Aquitaine, etc. C'était en 2012. Et en fait, l'idée, c'était d'approvisionner des épiceries sociales et solidaires en fruits, légumes et œufs produits localement en circuit court auprès de petits producteurs eux-mêmes en difficulté. Donc avec un double mécanisme de solidarité, solidarité avec les producteurs d'un côté, puis solidarité avec les gens qui venaient acheter dans les épiceries solidaires. Et par ailleurs, avec un coût qui était fixé par avance, et sur toute une année, donc pour donner une visibilité aux producteurs, c'était ça aussi le mécanisme de solidarité, un petit peu ce qui se fait dans les AMAP. Voilà. Donc en soi, les idées portées par les chercheurs, par l'association, c'était toute une équipe, étaient extrêmement positives, etc. Mais ça a rencontré des vrais phénomènes de résistance pour la raison que j'expliquais précédemment, parce qu'on était dans un système qui était l'épicerie sociale où il y avait une véritable asymétrie. Et donc, au fond, pour le dire un peu caricaturalement, mais les gens avaient d'abord l'impression qu'ils avaient une injonction à ce qu'ils mangent des fruits et des légumes pour être en bonne santé, et ensuite qu'on leur disait qu'il fallait qu'ils soient solidaires avec des petits producteurs et manger des légumes un petit peu bizarres, déformés, qui parfois étaient bio d'ailleurs. Voyez, mais le problème, c'était pas forcément les bonnes idées qu'il y avait derrière, c'est que les gens n'étaient pas associés concrètement à la décision. Et donc, quelque part, ils vivaient ça comme une injonction qui venait de haut, et c'était d'autant plus vrai que le système de l'épicerie était dans un système justement asymétrique, où on avait d'un côté les bénévoles, les gens de l'association, et puis de l'autre côté des gens qui n'avaient pas choisi d'être présents dans cette épicerie, mais qui étaient amenés là par les travailleurs sociaux, etc. Alors ça leur rendait service. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas d'épicerie, qu'il ne faut pas de resto du cœur, qu'il ne faut pas de banque alimentaire. Évidemment, ça rend service, mais on est quand même dans un système asymétrique où on ne choisit pas, et ce n'est pas exactement ce qu'on souhaiterait, etc. quoi. Et donc, ce que je dis, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre au sérieux le fait qu'on soit tous des citoyens. Et donc, on est tous égaux dans nos décisions et dans nos choix. Et à partir du moment où on prend ça au sérieux, le collectif, voilà, il peut se passer des choses qui conduisent au fait que nos préférences initiales se modifient. Mais je pense que c'est important. Après, je ne dis pas que c'est simple. Ça demande du temps. Ça demande effectivement, dans les situations d'urgence, c'est compliqué. Les publics on n'a pas tous les mêmes choix. On est hétérogènes. Et nous-mêmes, en tant qu'individus, en fonction des contextes, on n'a pas toujours les mêmes choix. Il va y avoir aussi la notion d'urgence, comme vous le soulignez, et puis la notion de travail à plus long terme. On n'est pas forcément obligé d'opposer les deux. Oui, bien sûr. Je vous propose que je vois que l'heure défile, qu'on se fasse notre petit point politique public, notre troisième point. Notamment, et ça c'est une notion qui revient de plus en plus, et on a commencé à en parler, sur la globalité de la chaîne, sur du producteur au consommateur. De plus en plus, on va
entendre la notion de transversalité, de durabilité. Et les politiques publiques se sont emparées aussi de cette question-là pour arrêter de voir systématiquement une action dans un cadre très fermé, très cloisonné, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, c'est aussi le fruit d'une réflexion sur un éventail qui est beaucoup plus large. Là-dessus, on va commencer par Marion. Elissalde, si je vous dis transversalité, durabilité au niveau de l'ARS, ça se traduit comment chez vous? Marion, êtes-vous avec nous? C'est toujours un décalage. Oui, je suis Super. là, j'arrive. Super. J'avais tout coupé, donc c'est le petit temps de… oui, par rapport à, juste pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, effectivement… et là, on voit pas mal avec cette période de crise et ce qui arrive derrière. Effectivement, de comment on peut combiner à la fois de répondre à des situations d'urgence, mais de penser aussi beaucoup plus largement. Et justement, puisqu'on parlait des cycles de webinaires là, de la chaire alimentation, qui, je confirme, les débats sont complémentaires. Ce qui avait été évoqué à un moment donné, c'est justement de pouvoir à la fois réfléchir l'urgence, mais aussi réfléchir pour la suite à des modèles où on travaillerait sur les causes de la précarité alimentaire et qui sont très vastes, qui dépassent largement effectivement le champ de la santé, et où on voit c'est juste un exemple, mais sur les modèles d'inégalité sociale de santé, où il y a peut-être 20% des leviers, prenez pas les chiffres, ils sont pas gravés dans le marbre, sont d'un ordre d'idée. 20% de leviers qui sont dans le champ des politiques de santé et 80% dans toutes les autres politiques, et beaucoup plus finalement ce qui préside à la vie et au quotidien des gens, que ce soit les politiques sociales, les politiques d'emploi, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout dans le registre de la santé. Et donc, nous, notre contribution là-dessus, sur ces approches transversales, c'est justement d'être de plus en plus dans nos politiques sur de l'accompagnement de projets territoriaux avec les contrats locaux de santé. Donc, c'est une possibilité qui est liée à la loi Hôpital Patient Santé Territoire qui a créé aussi les agences régionales de santé. Et la volonté de notre directeur, c'était que l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine soit maillé par des contrats locaux de santé, où finalement les collectivités s'engagent sur les priorités qui leur semble important de matière santé, et il y a à peu près 2/3 des contrats locaux en cours où le sujet de l'alimentation et ou de l'activité physique, de la nutrition a été retenu. Donc nous, notre rôle, c'est de pouvoir accompagner ces réflexions au niveau du territoire, et peut-être en apportant notre pierre sur peut-être 2 points que je pouvais vous souligner, de pouvoir ne pas opposer des enjeux de nutrition et des enjeux de développement durable qui parfois peuvent être opposés dans les messages, et donc on essaie nous de tisser dans nos propres programmes régionaux, notamment auprès de la petite enfance, ce qu'on a pu faire. Et puis aussi, dans la manière d'alimenter aussi ces réflexions au territoire, de pouvoir prendre, par rapport à tout ce qu'on a soulevé, de dignité, des ressources de la personne, de sa liberté de choix, d'accompagner la réflexion, mais bien en amont, c'est-à-dire avec des programmes où ce qu'on va accompagner, c'est vraiment un cheminement sur l'image de soi, l'estime de soi. Et de toute façon, cette question de l'image du corps et derrière de l'alimentation, elle arrive derrière. Donc, on a accompagné le développement de programmes qui se sont construits avec des structures d'aide alimentaire, avec des participants. Et de cette manière-là, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre, je ne sais pas, mais en tout cas, un dialogue entre ce que propose le territoire et nous, d'essayer d'alimenter aussi ces réflexions-là sans mauvais jeu de mots. Voilà, donc, et après, certes, il y a cette structuration par programme, donc il y a le PNNS, je n'ai pas parlé du PRAPS, qui est le programme d'accès aux soins d'épidémie, mais finalement, tout ça s'imbrique et on essaie beaucoup plus de le rendre opérationnel et d'accompagner des réflexions de territoire que de les décliner telles quelles, en fait. Voilà, okay. Et d'utiliser nos leviers qui changent d'une année à l'autre, aussi bien d'un point de vue financier que finalement, parfois par priorité de politique publique là-dessus. Peut-être un dernier mot par rapport à ce que je disais au départ, sur la crise, oui, très court, où on voyait la fracture. Pour faire court, avec des personnes qui étaient déjà dans une réflexion d'une alimentation plus saine, plus durable, et pour qui, dès le premier confinement, il y a eu une accélération, ils y sont passés peut-être plus durablement, et des fils d'aide alimentaire qui se sont aussi aggravés. Et donc, il y a vraiment un enjeu de cohésion aussi à l'échelle des territoires et de notre société. Et ça va être un vrai défi. Et donc, par rapport aux ingrédients qui ont pu être apportés par les différents intervenants, je crois que ça doit pouvoir nous aider à combiner des enjeux de santé, développement durable et de respect de la personne et de respect de son choix. Voilà. Merci Marion, je vous arrête là. Ondine Laployade Deschamps, concernant la région.
Quand on parle de transversalité, ça veut dire quoi chez vous? Alors, nous, on l'a un petit peu dit là dans les échanges, on est vraiment sur la transversalité durable et solidaire, donc avec les piliers du durable, donc forcément le développement économique, préservation des ressources et cet aspect social solidaire. Et du coup, justement, tout ce qu'on vient de voir avec le fait que la clé nous semble aussi région être de replacer le consommateur au centre des projets, de l'impliquer, on commence à voir, on a vu monter en puissance les projets portés par l'ESS ou des innovations aussi sociales qui proposent des solutions qui vont dans ce sens-là. Donc, et augmenté par la crise, la période de la crise où on a vu d'autant plus d'initiatives. Du coup, ce qu'on envisage de faire pour justement ce pool de projets qui existent aujourd'hui, qui ont été soutenus et qui peuvent quand même rencontrer des freins, mais qui présentent un vrai potentiel en termes de durabilité et de solidarité avec ces aspects collectifs, implication du citoyen. On veut creuser un petit peu. Justement, on va lancer une étude la semaine prochaine qui sera cofinancée par la Banque des Territoires et avec pas mal de partenaires, y compris des partenaires comme PQNA ou INAE, pour essayer justement d'aller regarder les externalités positives de ces projets afin de les valoriser. Ils existent, ces projets, il commence à y en avoir de plus en plus, et donc de les regarder un peu sous l'angle de leur utilité sociale et écologique et de l'impact qu'ils peuvent avoir, que ce soit en amont ou en aval. On a vu sur la partie justement production, mais aussi sur la partie implication du consommateur sur les lieux hybrides et tout ce qu'on a pu citer, parce que du coup, l'idée, le défi, ce serait d'accélérer. Il existe aujourd'hui des soutiens de la région à ce type de projet, que ce soit sous l'angle innovation sociale, l'angle de l'appui à la coopération ESS, développement des territoires, circuits courts, etc. Ce qu'on veut, c'est justement identifier et bien caractériser ces projets, voir quels sont les leviers et les freins, et les regarder sous l'angle de l'impact social sur les populations concernées. Qu'est-ce qui fait qu'avant un projet et après un projet, il va y avoir plus de quoi, moins de quoi pour tous les impacts dont on vient de parler, y compris les pérences non figées qui comment on met en conviction et on accompagne au changement de pratique. Et du coup, c'est pour ça aussi que donc il y a cette étude. Il y a aussi une feuille de route de la région sur l'agriculture, alimentation et territoire qui va inclure justement un volet solidaire pour la prochaine feuille de route qui va être mise en place. Et puis peut-être un dernier point sur le travail qu'on va faire aux côtés d'INAE pour déployer cette opportunité qu'il y a justement aux personnes éloignées de l'emploi avec de fortes réussites justement dans l'alimentation et notamment le maraîchage, d'inclure ces personnes-là et du coup justement gagnant sur l'aspect production et sur l'aspect consommation. Effectivement, ça c'est un aspect, la notion d'insertion professionnelle, ça peut être clairement un des leviers aussi pour favoriser l'accès à une alimentation de qualité et en quantité. C'est presque un autre sujet en soi, mais c'est un volet qui mériterait largement d'être creusé. David Brook, pour la DRAF, quand on parle de transversalité, je vais y arriver, et de durabilité à la DRAF, on parle de quoi ? La transversalité qui est celle à la fois des projets et puis des porteurs, hein. On peut parler de transversalité tout au long de la chaîne alimentaire ou sur différentes échelles de territoire. Elle se traduit nécessairement par une transversalité de l'implication des institutions. Donc, on l'a un peu brossé déjà, hein, mais on ne travaille pas chacun dans notre coin. Pour reprendre l'exemple du PNA, Programme national pour l'alimentation, et du PNNS, qui lui est porté par la santé, Programme national nutrition santé, on a maintenant un PNAN, Programme national alimentation nutrition, qui est simplement une jonction des deux, hein, mais qui montre bien qu'on a une vraie intelligence entre les deux politiques. On travaille, on a un certain nombre d'éléments de la loi, hein, qui sont inscrits dans le Code de l'environnement pour tout ce qui touche, par exemple, à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, ça implique qu'on travaille sur le terrain avec les DREAL, donc les directions régionales qui sont les services déconcentrés du ministère de l'Environnement. On travaille évidemment avec les collectivités. On voit ici la région, mais on va jusqu'à l'échelle de la communauté de communes du pays, de la métropole, etc., notamment pour le portage des PAT, par exemple. Et puis derrière, on travaille on s'appuie sur un tissu associatif, un tissu d'acteurs. On peut prendre le cas de PQNA, qui est un groupement d'intérêt public. Voilà, donc on s'appuie sur tout un tas d'acteurs divers et variés. Alors, on s'appuie sur eux, mais aussi on les accompagne. Et cet accompagnement, il passe par deux choses que j'appelle moi de l'accompagnement institutionnel, c'est-à-dire qu'on est là pour participer au comité de pilotage des projets, pour apporter notre appui en termes
de lisibilité des dispositifs réglementaires, de construction d'une ingénierie, d'une méthodologie de projet, etc., d'une mise en réseau. Ça, c'est aussi ce que fait PQNA. Et puis, on a un accompagnement évidemment financier, on a un certain nombre de lignes de subventions possibles, soit à travers des appels à projets, soit à travers des financements pluriannuels, soit cette année, c'est un peu la nouveauté, mais c'est du one-shot à travers le plan de relance lié à la crise sanitaire. Enfin, voilà, on a tout un tas de dispositifs qu'on peut mettre en œuvre et c'est vrai qu'on a des moyens limités, mais qui s'additionnent. On travaille en collaboration, par exemple, avec la région sur tout un tas de projets alimentaires territoriaux où nous, on va financer l'animation et puis la région va financer telle ou telle action plus précise. Donc voilà, on a cette collaboration-là qui aide à la transversalité, à mon sens. Ok, merci beaucoup David. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer, à un petit temps d'échange et de questions-réponses. Je voulais juste m'assurer peut-être, est-ce que Colline, c'est bon ou est-ce que, parce que moi j'ai une autre question à poser à mes intervenants avant. Est-ce que vous êtes... Je t'en prie, vas-y, pose-la. Bon, comme ça, ça te laisse le temps de finir de recenser tout ça. Du coup, au vu de tout ce qu'on s'est dit là depuis 1h30, Alice, Mathieu et Diana, allez, c'est quoi l'alimentation sociale et solidaire? Vous avez 2 phrases. Je sais, je suis atroce. Alice. Ah, super, c'est moi qui commence. C'est pas gentil, hein. C'est une alimentation saine et juste où chacun reprend le pouvoir sur sa santé et ses choix. C'est complètement politique. Voilà. Ok. Donc, on y arrivera avec les citoyens et avec les pouvoirs publics. Il faut que tout le monde le fasse main à main, mais pas, comme on a dit, en pyramidal, mais plutôt en collaboration. Est-ce que vous y croyez? J'espère qu'il y aura des gens courageux qui auront une volonté politique forte pour prendre les décisions qui s'imposent et arrêter de se cacher derrière l'administratif et les papiers et les règles et les lois. Parce que parfois, il faut du courage pour changer les choses. Voilà. Ok. Diana, l'alimentation sociale et solidaire, selon vous, du coup, c'est quoi? L'alimentation sociale et solidaire, c'est une alimentation qui vient d'un système alimentaire où tous les acteurs dans le système, et même les personnes, les animaux, l'environnement, ont de la dignité. Ça veut dire qu'il faut aussi penser à notre planète quand on parle alimentation sociale et solidaire? Oui, ça veut dire ça, et j'y crois que que c'est possible parce que ça existe déjà dans beaucoup de pays, beaucoup de peuples autochtones aussi. Et on le voit ici au Mexique avec des communautés. Donc oui, c'est ça pour moi l'alimentation sociale et solidaire. Mathieu, l'alimentation sociale et solidaire, selon vous? Oui, non, je suis d'accord avec ce qu'ont dit Alice et Diana. C'est à la fois politique, c'est à la fois effectivement prendre en compte tout l'environnement. Mais alors, je rajouterai un petit grain de sel de sociologue. Je pense qu'il y a quand même une tension, hein, parce qu'effectivement, ce que dit Diana est tout à fait juste. Hein, c'est à la fois solidaire avec l'environnement, les producteurs, les gens qui font notre système alimentaire, et de l'autre côté, les consommateurs, et en particulier ceux qui sont dans les situations les plus compliquées. Et du coup, la solidarité avec les personnes en situation de précarité d'un côté, la solidarité, alors la double solidarité à la fois avec l'environnement et avec les producteurs, tout ça, quelque part, c'est ce que disait Alice, il faut du politique parce que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, donc c'est des choix, des décisions. Et je finirai sur un dernier point. On a beaucoup parlé de politique publique. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué, qui est l'idée de sécurité sociale alimentaire, qui est un petit peu dans les tuyaux. Quelque part, Diana en parlait un petit peu en parlant de sécurité sociale de manière générale, mais on peut l'appliquer à l'alimentation. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Et ça, c'est vraiment la sécurité sociale alimentaire, c'est quelque chose qui est justement de l'ordre de l'État-providence, quelque part. Et je pense qu'il faut un équilibre entre la force de l'État-providence qui a peut-être, et puis ce qu'ont évoqué beaucoup nos 3 amis des politiques publiques sur des choses qui se rapprochent du local. Il faut un équilibre entre des choses qui sont proches du terrain, qui laissent la parole et les énergies aux acteurs locaux, et en même temps, il faut aussi des choses de l'ordre d'une protection universelle et générale. Voilà. Et je pense que les enjeux de demain sur l'environnement et l'alimentation, ils sont là.
Et là, du coup, on retrouve effectivement notre notion de transversalité et la nécessité impérieuse de forcément travailler ensemble. Ok. Colline, à nous. Vous avez été nos yeux et nos oreilles. Tu as été nos yeux et nos oreilles aussi pendant toute la matinée. S'il y avait un petit résumé à nous faire, des interrogations ou des questions qui sont ressorties, on t'écoute. Alors, branche ton micro. C'est vrai que c'est mieux. Par partie, en tout cas, selon la première, la deuxième ou la troisième, on a eu beaucoup plus de questions sur la question de la quantité et de la qualité. Néanmoins, il y a eu quand même des questions aussi sur la partie politique publique, notamment sur l'ARS ou sur le plan de relance. Et ensuite, on a eu quand même beaucoup de questions concernant le pouvoir de décision des territoires sur l'accessibilité alimentaire. Sur aussi les questions du rôle de la grande distribution. Ça a beaucoup été questionné. Et puis également sur les questions de droit, comment on pouvait avoir le droit aussi d'acheter aux producteurs locaux, parce qu'on sait que des fois, avec les questions de marché public, c'est parfois difficile. Et pour terminer, sur la troisième partie, on a aussi eu des questions sur la maîtrise des pratiques alimentaires, comment on pouvait illustrer concrètement tout ça, et aussi la question de l'éducation au goût, du goût, qui pouvait permettre aussi peut-être de donner à chacun la capacité de choisir. Sur quel type si on balaye tout ça, Colline, tu as envie d'entendre nos intervenants et nos représentants des politiques publiques, sur quel aspect? C'est complètement impartial. Impartial plutôt. Oui, alors déjà, peut-être sur comment redonner au territoire le pouvoir de décision sur les formes d'accessibilité alimentaire à développer. Donc, notamment la question des marchés publics qui peuvent biaiser ce lien-là, et aussi sur si les aides de l'Europe et de l'État passent par les grandes têtes de réseau qui font de l'aide alimentaire classique. Qui se sent de répondre à cette question-là? Mathieu? Alors, moi, je peux répondre sur l'aide alimentaire. En fait, effectivement, jusqu'à présent, je ne sais pas si ça répond à une espèce de souveraineté des territoires sur les questions alimentaires, mais clairement, jusqu'à présent, par rapport à l'aide alimentaire, en particulier au niveau national et au niveau européen, ça passait par des appels d'offres. Et donc, effectivement, on ne favorisait pas forcément une alimentation locale, etc. Mais en France en tout cas, depuis le Crédit national aux épiceries, alors je ne vais pas revenir, c'est assez complexe le financement de l'aide alimentaire, mais globalement, l'aide alimentaire au niveau européen a été financée par la PAC. C'était 1% de la PAC. En 2014, ça a changé et maintenant, c'est le Fonds social d'aide alimentaire. Donc, il n'y a plus de lien entre agriculture et aide alimentaire au niveau européen. Et de ce fait-là, un des modèles qui avait été beaucoup développé en France, qui est le modèle des épiceries sociales, a été un peu remis en cause parce qu'ils n'avaient plus accès aux aides européennes, puisqu'eux revendent à un prix minime, mais ils revendent leur aide alimentaire. Et du coup, on a créé en 2014 au niveau national une ligne budgétaire pour les épiceries. Et dans cette ligne budgétaire, alors c'est sûrement peut-être les représentants de l'État qui seraient capables plus de répondre, mais pour le coup, en tout cas nous dans le projet unitaire, on a eu accès à cette ligne pour acheter localement des produits. Donc je pense qu'il y a… Alors le problème, c'est que pour avoir droit à cette ligne, il faut répondre à tout un tas de critères. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit… Voilà. Mais voilà. Donc, ça, sur l'aide alimentaire, c'est une réponse. Après, je pense qu'il y a beaucoup de travail là-dessus, en tout cas sur les aides étatiques. Comment on peut, et du coup là je m'adresse plutôt à Alice, comment on peut redonner le pouvoir au territoire? Comment vous la voyez cette question-là? Comment redonner le pouvoir au territoire? Nous, ça se passe beaucoup avec les mairies.
Le problème, c'est que beaucoup de maires, même s'ils viennent d'être réélus, pensent déjà à la prochaine élection et du coup sont peu enclins à prendre des décisions qui vont froisser tel ou tel électeur, telle ou telle association, voilà, parce que pourquoi on vous donnerait un local à vous alors que vous êtes une association tout juste construite, alors que les anciens, ils jouent aux cartes tous les mercredis et qu'ils n'ont même pas de local. Oui, mais bon, eux, ils se retrouvent une fois par semaine. Nous, c'est pour faire une épicerie avec une amplitude horaire, avec des gens qui viennent, avec un stockage de denrées. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, il faudrait vraiment que les maires, au moins les maires, parce qu'ils ont quand même pas mal de pouvoir d'action au niveau local, qu'ils écoutent les citoyens. Et je trouve, alors c'est peut-être parce que je suis dans les Landes et dans des petits villages, mais il y a beaucoup de maires qui sont dans une logique un peu, voilà, c'est des hommes de 60 ans qui chassent depuis des années, qui ne sont pas forcément dans une logique, voilà. Oui, ils ont des potes qui sont producteurs, mais ils aiment bien aller au supermarché et chasser et manger de la viande, bon, certes de qualité, pas emballée, mais voilà, je trouve qu'il y a un monde deux mondes qui se rencontrent un peu là, et moi je passe un peu pour la bobo allumée du village qui arrive toujours avec des nouvelles idées. Alors l'épicerie ambulante, ça va, ça leur coûtait pas trop cher et ça leur faisait du rayonnement un peu autour. Mais en fait, je vois que dès qu'on arrive et qu'on demande quelque chose, c'est non. Il n'y a pas de sous, il n'y a pas de local. C'est très compliqué d'obtenir quelque chose, que ce soit de la commune, de la communauté de communes. C'est voilà, tant que c'est bénévole et que ça leur coûte rien, ils trouvent ça génial. Ils ont des articles dans les journaux. Mais dès que ça va leur coûter quoi que ce soit, 3 sous ou un petit local, là, il n'y a plus personne, quoi. Donc, moi, ça me... Voilà, face à l'urgence climatique, comme disait Diana, c'est vrai qu'il y a des fois, on a envie de taper du poing sur la table, quoi. Donc, je suis un peu la casse-trouille du village. Oui, mais avec le sourire, alors ça va. Oui, toujours. Ça va mieux. Du coup, Diana, c'était de vous faire réagir aussi. Comment vous le sentez, vous, cette prise de pouvoir? À quel échelon ça se joue chez vous? Est-ce que c'est l'échelon très, très local? C'est l'échelon intermédiaire ou c'est vraiment, ça va dépendre du Royaume-Uni? Non, pardon, je n'ai pas compris. Où est le pouvoir? Qui a le pouvoir de décider? Ah oui, donc en théorie, le peuple, non? Mais on sait que ça se passe toujours comme ça. Et une chose que je peux dire, c'est nous aussi, on travaille avec les producteurs et ça, c'est partout. Et ça qu'on voit, c'est que et les personnes, pas tous vraiment, mais il y a des personnes dans le gouvernement qui ne pensent pas que les producteurs sont des experts dans son métier. Donc il faut ça aussi, c'est aussi une question de dignité et une question de dire ah oui, mais les petits producteurs qui travaillent à cette petite ville, elle ou elle sait mieux qu'est-ce que faire. Et c'est aussi, c'est ça une façon de donner du pouvoir, c'est de dire, ah oui, les personnes qui habitent là-bas, ils connaissent, ils savent quoi faire. Et aussi dans cette question d'espace public, on trouve par exemple en Écosse qu'on n'a pas assez d'espace public pour les marchés et pour choses comme ça. Donc c'est aussi de s'assurer qu'il y a physiquement d'espace et comme Alice a dit, que ça soit accessible pour les producteurs et qu'on pense à ça qu'ils peuvent nous apporter. Il y a aussi une notion, là, dans ce que Colline nous expliquait tout à l'heure, la place de la grande distribution. Quelle place elle a? Quelle place elle devrait avoir selon vous? Quelle place elle a et qu'elle ne mérite pas? Comment vous situez la grande distribution dans l'alimentation sociale et solidaire? Mathieu, du Bois de la Barre. Ça, c'est vraiment une question très importante et qui est difficile à trancher. Je vais prendre un exemple très concret qui touche la France, qui est la question des projets alimentaires territoriaux. Dans les projets alimentaires territoriaux, jusqu'à présent, alors ça commence un petit peu à arriver, mais un des grands acteurs absents, c'est justement la grande et moyenne distribution.
Alors, ça pose une vraie question parce que d'une certaine façon, on pourrait dire que l'endroit le plus démocratique en termes alimentaires, c'est la grande distribution parce que pratiquement tout le monde y va. Et donc, c'est un espace effectivement où il n'y a pas de où la mixité est totale, tout le monde va, etc. Mais le problème, c'est que évidemment, la grande distribution dans une vision, enfin dans une certaine vision, est en fait aussi une des causes du problème. Parce que c'est la pression sur les producteurs, etc., etc. Et donc, alors, moi j'ai un avis, encore une fois, c'est difficile à trancher, ça dépend, mais je pense que localement, quand on fait un pâte, si on se rend compte qu'il y a des acteurs de la grande ou moyenne distribution qui sont prêts à faire un pas de côté, qui sont prêts à ouvrir, ça peut être intéressant parce qu'on est là face à un espace qui est fréquenté par la communauté, par tout le monde, et qui peut devenir vitrine. Et c'est d'autant plus vrai qu'en ce moment, la grande distribution, ce n'est pas toujours une réussite exceptionnelle en termes de tendance, etc. Enfin, voilà, on sait qu'ils sont en difficulté eux-mêmes. Alors, même si la pandémie, en ce moment, voilà, ça a été un lieu de rencontre, etc. Mais du coup, voilà. Mais en même temps, je comprendrais aussi que ce soit compliqué à accepter, par exemple, pour des producteurs ou des gens qui participent à un pâte, qui considèrent que quelque part, ça a été aussi la source des problèmes qui les a amenés à une situation, voilà. Mais donc voilà, mais en tout cas, c'est un point, c'est pas simple. Je donnerai pas une réponse définitive, mais c'est un point qu'il faut questionner et sur lequel il faut discuter clairement, quoi. Alice Dubré, vous êtes quand même tout l'antithèse de la grande surface, hein, on va dire ça comme ça. Malgré tout, ils sont là, ils existent. Vous les voyez jouer quel rôle, vous? Le rôle de ceux qui cassent les prix qui rémunèrent mal les producteurs et qui jouent un faux jeu finalement. Je suis désolée, hein, je ne suis pas du tout langue de bois, mais enfin voilà, j'en ai marre qu'on nous file du bio, là, tilalilaloum, alors que ça vient de l'autre bout du monde, c'est vendu hyper cher par rapport à ce qu'ils payent les producteurs. Enfin voilà. Pour moi, la grande surface et la grande distribution, c'est vraiment que du bling-bling et de la vitrine. Et il n'y a rien d'éthique derrière. Parce que leur éthique à eux, c'est le fric. Voilà. Donc, eux, ils sont là pour gagner des sous et c'est tout. Ils ne sont pas là pour que les gens soient en bonne santé. Ça rejoint l'intervention de Patrick dans le chat qui dit l'objectif de la GMS est-elle l'intérêt général ou le profit? Voilà, je pense que vous avez commencé à trancher la réponse. Pour moi, c'est tout vu, mais chacun se fait son opinion. Diana, la place des grandes surfaces, la place des supermarchés, vous la voyez où? Peut-être un peu pareil. Je sais pas. Je suis un peu avec Mathieu il n'y a pas une réponse très définitive, mais avec les grands supermarchés, c'est vrai que dans la question d'accès, on pourrait dire qu'une solution pour l'accès, c'est de construire des supermarchés partout. Non, mais si on réfléchit plus, ça ne serait pas vraiment une solution parce que finalement, qui est le propriétaire du supermarché? Donc, c'est ça, comme Alice a dit, il y a un rapport de pouvoir là-bas. Et aussi, on ne sait pas si les producteurs sont on sait que la plupart du temps, les producteurs ne sont pas bien payés. Donc, je pense pour nous en Écosse, ça peut être la place du supermarché, c'est de les faire plus local, de s'assurer que les propriétés sont c'est le peuple, c'est les gens dans les villes. Et donc pas de supermarché, je changerais ça pour, pour des marchés locaux. Ok. Dernière petite question qui a été évoquée par Colline, il y a la notion d'éducation. Est-ce que, du coup, c'est pareil, la place de l'éducation dans l'alimentation sociale et solidaire sans tomber
dans ce que disait Mathieu en début, à savoir ce déséquilibre de celui qui a le pouvoir et celui qui reçoit. Et donc, j'ai aussi le pouvoir de te dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ce que tu dois faire ou ce que tu dois manger ou ce que tu ne dois pas manger. Sur quel aspect, à quoi il faut, c'est quoi l'éducation, à quoi il va falloir éduquer les gens dans les années à venir? Alice? Alors, pas forcément dans les années à venir, mais moi, je peux parler de mon expérience. Bon, alors, c'est vrai que j'ai un petit côté pédagogique avec mon passé d'ancienne prof, là, donc même dans mon camion, voilà, je ne sais pas si c'était de l'éducation, ça passait par le bavardage, mais les gens venaient parce qu'il y avait écrit du local, du bio, du vrac aussi. Et les personnes âgées, au début, voyaient une épicerie ambulante et disaient « Ah, c'est comme quand j'étais jeune » ou enfin voilà. Du coup, ils venaient par nostalgie. Et puis, petit à petit, j'ai des personnes qui me ramenaient leur boîte ou leur sac à vrac pour que je leur mette les pâtes, le riz, qui s'y habituaient vraiment très vite, qui m'appellent encore aujourd'hui pour savoir comment je vais. Enfin voilà, il y a vraiment du lien social qui s'est créé. Mais j'ai même pas eu besoin de faire de la pédagogie en fait. Les gens, alors je ne sais pas s'ils étaient prêts, c'est sûr que les jeunes couples qui construisaient des maisons, peut-être ils étaient déjà dans cette mouvance-là, mais les personnes âgées sont venues d'elles-mêmes parce qu'elles ont déjà les gestes d'avant et elles les retrouvent avec plaisir maintenant ou elles s'adaptent. Mais là où il y a du plaisir, en fait, c'est même plus une éducation. C'est comme ce que disait Mathieu tout à l'heure avec les ateliers de cuisine. On vient, on partage, on s'enrichit ensemble et on se rend même plus compte qu'on apprend, quoi. Mathieu? Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que si on parle d'éducation, il faut parler d'éducation auprès des jeunes, des enfants, voilà, de la petite enfance. C'est-à-dire que oui, effectivement, quand on est petit, on nous transmet, enfin nos parents nous transmettent un certain nombre de choses, l'école nous transmet un certain nombre de choses, les clubs sportifs, hein, les groupes de pairs, etc. Et donc là, oui, là, je pense qu'on peut parler d'éducation parce que c'est assez normal. Et là, il y a probablement, il y a beaucoup de choses qui se font déjà, il y a probablement d'autres choses à faire. Mais effectivement, quand on parle des gens en termes généraux, encore une fois, je ne parlerai pas d'éducation, je parlerai de partage, de convivialité, de faire ensemble. Et encore une fois, en fait, au travers de toutes ces dimensions, eh bien, on rencontre des points de vue différents, on modifie quelques pratiques, etc. On va, voilà. Alors, on peut mettre le terme éducation derrière, mais quelque part, c'est, je sais pas si, voilà, je le qualifierais pas nécessairement d'éducation. Ok, ça me va. Dernière question. Alors là, très technico-technique, pratico-pratique, elle est pour Marion Elissalde. Comment fonctionne le ministère, l'ARS, entre santé et cohésion sociale? Deux métiers différents, médecin assistant social pour schématiser, deux entités différentes. Qui sont les interlocuteurs, par exemple, à l'ARS? On s'adresse à Marion sur les deux sujets ou pas? Marion, on a besoin de vos lumières là-dessus, quitte après à ce que voilà, ce soit dans un second temps, un vrai temps d'échange plus technique. On vous écoute. Oui, ok. En fait, oui, au niveau du ministère, c'est le ministère de la Santé et des Solidarités. Et au niveau de la déclinaison régionale, l'agence s'occupe de tout ce qui est enjeu de santé, même si forcément, comme vous m'avez entendu parler d'inégalité sociale de santé, on se pose la question du coup de l'accessibilité de ces politiques aux différents publics, notamment les personnes en situation de précarité. Et la cohésion sociale qui, jusque fin décembre, en fait, était au sein de la direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale. Cette direction régionale n'existe plus. Donc, tout le volet jeunesse et sport, si je simplifie comme ça, a rejoint l'éducation nationale. Et le volet cohésion sociale a rejoint la directe, donc qui s'occupait du travail pour une nouvelle direction. Je ne l'ai pas encore appris, j'ai besoin de lire pour le lire. La directe, qui est la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Voilà. Et donc, derrière, on verra la déclinaison des politiques. Et au niveau des métiers, c'est très variable. Dans les agences régionales de santé, il y a forcément un référent du programme national nutrition santé. Après, il n'est pas forcément dans la même direction, il n'a pas forcément le même pédigré, je veux dire ça comme ça. Voilà. Et au niveau de la cohésion sociale, c'est pareil, c'est des organisations propres. Donc, ce n'est pas forcément des métiers derrière, etc. Donc, au niveau de l'agence, pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est effectivement moi. Je veux juste dire un dernier mot par rapport à ce qui était… Oui, sur
la transversalité. En Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, on a vraiment un travail, comme l'a décrit David, avec les différentes directions, que ce soit cohésion sociale, même si effectivement il y a des recompositions. Et on essaie de faire au mieux jouer nos opportunités et nos contraintes, on va dire, respectives. Et donc, ce qui est important, c'est de nourrir vraiment la réflexion au niveau du territoire, de pouvoir faire porter des projets au niveau de la collectivité locale et après jusqu'à nous, et à nous de rendre lisibles au fur et à mesure les opportunités, les cadres de financement, les freins, sachant que nous, on essaie déjà entre nous de faire au mieux pour accompagner. Voilà. Donc, mais ce jeu, il est perpétuel, puisque, enfin, c'est pas un jeu, mais il y a une évolution permanente quand même des possibilités de financement, des politiques portées. Et c'est vraiment l'idée d'avoir une vraie réflexion de fond au niveau du territoire sur ce qu'on veut faire avancer entre partenaires, entre acteurs, entre citoyens. Et après, d'utiliser les canaux qui sont possibles, même si on ne trouve pas toujours une porte tout de suite pour son projet. Voilà. Ok, ça marche. Je vous arrête là. Je vois l'heure qui tourne. Il est 11h58. Zoé, petite annonce sur le rendez-vous à venir et son mode de fonctionnement. On vous écoute. Alors, donc on n'en est qu'à la première séance, c'est la fin, mais c'est pas la fin. Cette première séance, donc on a voulu autour d'une table ronde avec des intervenants. L'objectif était de s'acculturer au sujet, donc c'était vraiment le cœur de cette table ronde qui était de comprendre la définition, de la discuter, d'en étudier un peu tous les aspects. Et ce que l'on vous propose, c'est de se retrouver le 25 février dans une deuxième séance qu'on a appelée plutôt passage à l'action. Donc, après avoir discuté des concepts et trouvé des points sur lesquels travailler, après avoir mieux compris peut-être, en tout cas on l'espère, comment agir sur cette thématique-là, on vous propose de passer au concret à travers cet atelier qu'on organise donc le 25 février. Vous avez ici la liste des 7 ateliers qu'on propose. Alors, on va proposer 18 places pour chaque atelier. C'est une logistique assez lourde d'organiser des ateliers en visio. On sera bien évidemment en visio. On va vous demander d'être les plus responsables possible dans le formulaire d'inscription qui va vous être envoyé à tous à 14h. Vous recevrez le mail avec l'inscription à 14h. L'objectif est lorsque vous vous êtes inscrit, vraiment venir parce qu'à partir du moment où chaque atelier aura eu 18 personnes inscrites, on le ferme et si vous ne venez pas, ce sera la place de quelqu'un qui sera prise peut-être dans le futur. On est conscient que c'est compliqué avec les visios, ça peut être facile de s'inscrire et de ne pas venir. Sur les ateliers, on a des intervenants derrière, on construit des animations, toute l'équipe de PQNA, et donc on vous demandera d'être les plus rigoureux possible là-dessus. Donc voilà, on va parler des fameux contrats locaux de santé, projets alimentaires territoriaux. On va passer sur l'atelier 2 avec des histoires de mixité, de participation et de comment l'alimentation elle peut être vectrice de solidarité. Un atelier 3 beaucoup plus méthodo pour essayer de comprendre comment repérer et travailler avec ces acteurs de l'alimentation et de la solidarité quand on est un territoire, avec des exemples. Atelier 4, comment un système alimentaire peut être porteur d'insertion et d'emploi. Julie en a parlé tout à l'heure, l'insertion par l'activité économique fait partie entière des réflexions sur la constitution d'un nouveau système alimentaire plus local et inclusif. Atelier 5, approvisionner l'aide alimentaire en produits locaux. Quel défi, quelle stratégie? On a 2 territoires qui essayent de mettre plus de local dans l'aide alimentaire. Donc, comment arriver à travailler ces questions-là avec des agriculteurs, avec des coopératives, avec des apporteurs. La question de la rencontre entre agriculture et précarité, cet atelier-ci, c'est un peu spécifique. On est sur une restitution d'une étude nationale qui s'appelle le projet Accessible par la Fédération nationale des CIVAM, qui ont beaucoup travaillé justement la question de la précarité à la fois des bénéficiaires de l'aide alimentaire, mais aussi indirectement celle des agriculteurs qui sont payés pour produire ce surplus, qui sont mal payés pour produire ce surplus. Et en fait, comme l'expliquait très bien Mathieu, c'est un système qui crée une précarité du producteur au consommateur. Et du coup, cette étude s'est penchée là-dessus. Et enfin, un dernier atelier qui plus se focalise sur les quartiers populaires, les quartiers en politique de la ville, sur une recherche-action qui est menée par VRAC, l'association VRAC à Bordeaux,
pour essayer de relier les questions d'accès à l'alimentation et d'urgence climatique. Vous recevrez toutes ces infos dans votre boîte mail. Pensez à regarder aussi les notifications, les spams à 14 h. Et on sera très heureux de vous retrouver après les vacances dans ces sessions-là. Voilà, merci à tous pour votre participation. Merci à Julie pour l'animation. Merci à Colline pour la modération et pour le rush qui est qu'on n'avait pas réalisé, mais en fait, on a une jauge de participants sur Zoom qui est de 100. Ça ne nous était jamais arrivé. Donc, voilà, ceux qui ont pu y assister ont fait partie des chanceux qui sont arrivés à l'heure et qui, du coup, ont eu accès à la séquence qui, du coup, a été complète, en fait, au bout de 5 minutes après 10 heures, quoi. Donc, vraiment, merci à tous pour votre participation et on espère vous retrouver le 25 février. Merci également aux filles de PQNA pour le travail fourni et aux intervenants d'avoir pris le temps vraiment de réfléchir à la question et d'apporter vraiment des pistes de réflexion qui, au final, étaient super concrètes. Bon retour, hein, soyez prudents sur la route, voilà. Et puis surtout, inscrivez-vous pour le 25. Belle journée à vous. Merci Alice, merci Diana et merci Mathieu. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bon appétit. Au revoir.